Bonjour, merci d'être aussi nombreux. Une fois de plus, la salle est pleine ou quasiment, mais je suis sûr qu'elle va se remplir à 100% dans quelques minutes. Cet après-midi, pour ce deuxième grand débat, notre sujet c'est le business du médicament. Donc on est au cœur du sujet de toute la semaine du Forum de bioéthique. Nous avons 4 experts et un grand témoin qui vont se présenter dans une minute. Je vous explique le fonctionnement de ce débat. Pendant à peu près 1 heure ou 1h10, les experts s'expriment les uns après les autres, réagissent aux propos des uns et des autres. Et ensuite, c'est à vous de prendre la parole. Vous aurez 2 micros à votre disposition dans la salle pour poser vos questions. Je vous demande juste, avant de poser votre question, de vous présenter rapidement et de vous lever pour qu'on puisse vous voir, parce qu'ici, on est à contre-jour, on ne vous voit pas bien. Je suis Olivier Mirguet, le journaliste chargé d'animer cet après-midi. Je travaille pour le quotidien et site économique La Tribune. Alors, je vais demander à nos experts, en partant peut-être de vous, Monsieur Tonuti, de vous présenter juste en 1 minute, de dire quelles sont vos fonctions. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, moi, je dirige une société d'entraînement et de conseil pour dirigeants, zone géographique Amérique du Nord, Maghreb, Europe et Chine. Et mon métier, en fait, donc de formation, je suis docteur en philosophie et en théologie de l'Université Laval de Québec au Canada. Et mon métier, c'est d'entraîner les directions générales à essayer de prendre des décisions qui soient cohérentes avec leur stratégie et les valeurs humanistes. Donc c'est un gros challenge. Voilà, et j'enseigne cette matière à l'exécutif MBA d'HEC. Jean-Louis Mandel, je suis généticien, spécialiste de maladies génétiques. Voilà. Strasbourgeois. André Grimaldi, donc je suis diabétologue, professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ségolène Aimé, je suis médecin généticienne et j'ai fondé le site Orphanet qui est dédié aux maladies rares et aux médicaments orphelins. Bernard Braun, je suis avocat au barreau de Strasbourg et j'œuvre dans la distribution, la concurrence, tant pour les grands distributeurs que pour certains consommateurs qui s'en plaignent. Merci. Alors, Monsieur Tonuti, commençons par une définition de l'éthique. Vous êtes coach, vous intervenez au niveau des comités de direction dans les sociétés internationales sur l'éthique des affaires. Et pour vous, l'éthique des affaires, qu'est-ce que c'est ? Il y a 2 champs de l'éthique des affaires. Le premier champ de l'éthique des affaires est tourné vers ce qu'on appelle le leadership éthique et responsable, c'est-à-dire comment conduire des affaires en prenant des décisions cohérentes avec des valeurs. Toutes les entreprises ont des valeurs humaines affichées. Le gros défi, c'est d'essayer de prendre des décisions cohérentes avec les valeurs. C'est le premier champ de l'éthique des affaires. Le deuxième champ de l'éthique des affaires, c'est ce qu'on appelle la compliance. Bon, tout ça nous vient des États-Unis, c'est-à-dire la manière dont on doit prendre des décisions en conformité avec les règles et les lois du marché et les lois internes à l'entreprise. La compliance, c'est donc la conformité avec les règles. C'est la conformité avec les règles. Donc, règles internes, règles de marché. Si vous êtes coté sur un marché financier, il existe des règles de marché et vous devez normalement vous plier à ces règles de marché. Alors, Monsieur Grimaldi, on plonge tout de suite dans l'actualité. L'année dernière est sortie dans les médias une affaire qui opposait deux grands laboratoires pharmaceutiques qui ont d'ailleurs des participations croisées sur un médicament qui concerne le travail des ophtalmos, sur deux médicaments qui concernent le travail des ophtalmos. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu une entente illicite? Est-ce que cette affaire était opaque ou pas? Alors, vous évoquez le traitement de la dégénérescence maculaire de la rétine liée à l'âge dont on parlait tout à l'heure par 2 médicaments, Lucentis et Avastin. Alors, il faut élargir après le propos, mais enfin voilà les faits. Le médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché de Novartis est le Lucentis, qui vaut 800 € l'ampoule, il valait 1000, il vaut 800. Il y a un médicament absolument identique, le Lucentis n'étant qu'un aménagement de l'Avastin. Cet autre médicament de Roche a un effet, dans des grandes études, absolument similaire. Il vaut 40 € l'ampoule, 20 fois moins. Le Lucentis est le médicament qui actuellement coûte le plus cher à la sécurité sociale. Il va être dépassé par les traitements de l'hépatite C. Donc il est énorme. Donc ce n'est pas une petite affaire. Ces médicaments ont une efficacité identique dans de nombreuses études, dont une étude française. Mais le seul qui a l'autorisation de mise sur le marché est le Lucentis. L'autre n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Pourquoi? Parce que
le règlement du commerce et que c'est le producteur qui demande l'autorisation sur le marché. Or, Roche n'a pas demandé l'autorisation sur le marché. Pourquoi me direz-vous si elle est en concurrence? Mais elle n'est pas en concurrence puisqu'ils ont des actionnaires communs. Pourquoi voulez-vous qu'une industrie se tire une balle dans le pied? Elle fait de grands profits avec le Lucentis, elle diminuerait par 20 ses profits si elle faisait avec l'Avasta. Donc cette affaire traîne depuis, c'est pas l'an dernier, depuis des années. J'ai dénoncé ça moi sur les radios depuis très longtemps. Et la puissance publique est incapable de régler ça. Alors de manière variable. L'Allemagne a imposé qu'on puisse préparer l'Avastin et le distribuer. Et donc, en Allemagne, c'est fait. En Italie, il y a eu un procès pour entente illégale fait à Novartis. Aux USA, c'est encore très différent, puisque c'est les ophtalmos eux-mêmes qui font les injections et préparent le produit, donc ils ont tout intérêt à utiliser l'Avastin, parce que c'est eux qui font le produit et pas l'industrie. En France, on est bloqué. Et c'est le premier coût de médicaments de dépenses de la sécurité sociale. Il suffirait que les autorités de santé aient le droit de demander une AMM pour des raisons économiques. Mais le Conseil d'État a dit que ce n'était pas possible. Donc, alors on touche à un problème plus fondamental qui est santé publique d'un côté, bon, bien commun, règles éthiques, et loi du marché, loi du profit de l'autre. Comment on gère la confrontation de l'un avec l'autre? Voilà. Typiquement ça, les institutions publiques doivent avoir le droit de demander une autorisation de mise sur le marché, même si le laboratoire ne le veut pas. Alors, en France, pour le moment, c'est pas possible. Est-ce que les laboratoires pharmaceutiques ont besoin de ces médicaments ultra rentables pour financer la R&D? C'est à moi que vous posez la question. La recherche et le développement, aujourd'hui, initialement, se fait plus dans l'industrie pharmaceutique pour l'essentiel. Elle se fait essentiellement dans une recherche publique ou des start-up que rachète ensuite l'industrie qui, elle, organise le développement. Le problème, c'est que on leur demande de faire des études pour justifier la sécurité, l'efficacité des produits. Ces études sont longues. Il y a quelques décennies, en 3 ans, un médicament était mis sur le marché. Aujourd'hui, c'est des années parce que cette procédure est longue et coûteuse. Mais elle appartient complètement au laboratoire qui décide quel type d'études il va faire, pour quel type de patient, sans que les autorités n'aient rien à dire. Ensuite, elles enregistrent ou pas les résultats qui sont présentés. Donc, quelque part, l'industrie est jugée partie. Bon, la puissance publique va payer un médicament dont elle n'aura pas décidé le type d'études, dont elle n'aura parfois pas contrôlé complètement les études. Donc il y a un vrai problème qui est, est-ce que la santé doit faire partie des missions régaliennes de l'État ou pas? C'est-à-dire, certes, il y a une industrie privée qui produit des médicaments, des dispositifs médicaux, mais quelle est la puissance réelle de l'État? Est-ce que l'État est contraint et limité par les lois du marché et les règles du marché, ou est-ce que l'État considère, comme pour la défense, comme pour une série d'activités, que c'est une mission régalienne et que donc, par exemple, il veut connaître toutes les données des laboratoires? Il veut avoir accès aux données qui sont aujourd'hui protégées par un secret commercial. Il veut décider, la puissance publique, pas l'État, pas le ministère, la puissance publique, du type d'études qu'il faut faire, parce que ça correspond aux besoins qu'on a. Nous n'avons pas besoin d'un nouvel antidiabétique pour tous les diabétiques, nous avons besoin pour tel type de patient. Donc vous ferez tel type d'études chez les personnes âgées, ce que fait mal un peu l'industrie pharmaceutique, chez les personnes en échec des traitements actuels, ce que ne fera pas non plus l'industrie pharmaceutique, parce qu'elle, très logiquement, elle met un nouveau médicament pour avoir un marché très large. Et elle choisit ses études pour son marché, pas pour les besoins précis de santé publique. Donc, ce débat n'a pas lieu, mais c'est un peu comme le débat à propos de la fin de vie. Ce débat n'a pas réellement lieu, hein, et on a un enchevêtrement de règlements, de lois, de contraintes. Voilà. Madame Aimé, vous êtes spécialiste des maladies orphelines. Sur ces maladies qui représentent pour les labos un petit marché, est-ce qu'il y a une autorité régulatrice des activités de recherche en France ?
Je ne suis pas sûre de comprendre votre question, mais je vais Qui essayer régule d'y répondre en rebondissant sur ce qui vient d'être dit, parce que je ne suis pas complètement d'accord avec la présentation. Je pense que les États ont beaucoup plus de pouvoir qu'il n'est dit, au sens où en Europe, ce n'est pas vrai aux États-Unis, mais en Europe, les laboratoires ne pourraient pas vendre leurs produits s'ils n'étaient pas remboursés. Donc on n'est pas du tout dans une économie de libre marché, on est dans une économie qui est complètement gérée, et l'État joue un rôle déterminant puisqu'il décide ou non de rembourser un produit. Et donc, en réalité, il y a des termes d'une négociation qui sont très puissants et qui ne sont pas utilisés pour des raisons diverses et variées qu'on va peut-être explorer, qui, à mon avis, devraient être une piste pour les solutions. Parce que dans la question que vous me posiez, qui est relative aux médicaments orphelins, on se retrouve un peu coincé également pour des raisons de prix exorbitants qui sont demandés maintenant par l'industrie pour des médicaments qui sont réellement des médicaments de niche pour un petit nombre de patients. Donc il est normal que le prix par patient soit très élevé puisque en réalité la taille du marché va être réduite et qu'on comprend bien qu'il faut un retour sur investissement et des profits pour qu'il y ait eu des investissements initiaux. Mais ces prix semblent difficiles à justifier ou à comprendre pour la plupart des gens. Par exemple, dans les médicaments orphelins, la moyenne du prix tourne à peu près à 100 000 € par an par patient, mais vous avez des médicaments à 500 000 € par an par patient pour des maladies chroniques pour lesquelles la personne va être traitée toute sa vie. Évidemment, ça paraît difficile à supporter pour la société. En réalité, quand vous additionnez tous les médicaments pour ces maladies très rares qui sont très chères, à la fin, on n'est qu'à peu près à 4% de l'ensemble des dépenses de pharmacie pour le pays. Donc en réalité, un petit nombre de patients coûtent très très cher, mais ils ne mettent pas en danger les grands équilibres. Mais cependant, on met beaucoup plus d'argent sur le traitement de ces gens-là que sur le traitement d'autres choses, puisqu'on est maintenant dans une réalité où l'enveloppe est finie et où il faut faire des choix. Donc moi, la problématique qui me préoccupe et sur laquelle j'aimerais bien un débat avec vous, c'est celle de dire, est-ce qu'on fait une différence d'investissement pour payer les coûts de santé en fonction de la gravité de la maladie? Est-ce que la société préfère payer très cher pour des maladies très graves, invalidantes, injustes, parce que c'est injuste d'avoir une maladie génétique très rare ou une maladie épouvantable neurologique qui survient à 30 ans? Est-ce qu'on est prêt à mettre beaucoup d'argent là-dessus au détriment, évidemment, de soins plus banals, de la bobologie, enfin de la médecine de tous les jours, où on remboursera moins bien ou plus du tout des médicaments dits de confort, etc. Donc il y a un vrai débat qui n'a jamais eu lieu. Mais je pense aussi que même dans ce secteur-là, où les industriels sont plutôt des gens bien, parce qu'ils s'intéressent réellement aux malades pour lesquels ils développent des produits, il y a des exagérations de prix. Et donc moi, le lien que je fais entre les deux interventions, c'est de dire, pour moi, la vraie piste, c'est aussi d'aller vers une transparence de la construction du prix. Comment est-ce qu'on peut justifier le prix qui est demandé, qui est 20 fois celui qui était le prix de l'autre médicament? Dites-moi quels sont les éléments de votre construction du prix qui vous font dire que vous avez besoin de ce prix-là pour pouvoir rendre votre compagnie viable et profitable et investissant dans des nouveaux développements. Je les mets au défi de le faire car, bien évidemment, il n'y a aucun argument. Et dans les médicaments orphelins, on peut très très bien dire aux industriels, écoutez, maintenant ça suffit, dites-nous si votre produit est biotechnologiquement difficile à produire et donc vous avez un petit plus au niveau du prix, dites-nous quelle est la taille exacte de votre marché, dites-nous si vous avez à construire toutes les filières de santé parce que c'est un nouveau secteur, personne n'a jamais investi là-dedans, dites-nous s'il y a beaucoup d'incertitudes sur la façon dont le développement va se faire. Il y a des tas d'éléments qui peuvent renchérir le prix, mais il y a aussi des éléments qui peuvent diminuer le prix. Il y a actuellement des médicaments orphelins très chers, qui sont la réutilisation de molécules parfaitement connues, comme la vitamine C, qui, certes, ont développé une nouvelle indication avec ces médicaments à un certain prix, mais ce n'est pas un prix exorbitant. Et donc, si on avait le courage, parce que c'est une question de courage politique, de discuter avec l'industrie en disant « maintenant ça suffit, dites-nous comment vous construisez votre prix », on n'est pas là à discuter à l'euro près, on est là dans des grandes masses, eh bien je pense que l'industrie serait obligée de suivre
et à la fin accepter que ce n'est pas un marché comme les autres, c'est un marché administré et c'est un marché où il faut une entente entre les payeurs qui sont les sécurités sociales et assureurs santé en général et ceux qui développent des produits, et ils n'ont pas le droit de considérer que ce qu'ils font c'est juste une industrie comme une autre. Monsieur Mandel, à l'IGBMC, il y a une 50aine d'équipes de chercheurs qui travaillent en génétique, je crois. D'abord, je ne sais pas s'ils travaillent tous sur le médicament, mais est-ce que ces chercheurs pensent au marché lorsqu'ils effectuent leurs travaux à Strasbourg, enfin à Elkirch? Bon, ça c'est une question un peu... D'abord, ils ne sont pas tous... c'est un institut qui est assez fondamental pour pas mal d'aspects. Ceci dit, c'est vrai que tout chercheur, si à un moment il se dit qu'il pourrait y avoir des applications, ça l'intéresse. Mais le développement vers le médicament, c'est un autre métier. C'est-à-dire que le chercheur CNRS, universitaire ou INSERM ne sait pas en fait développer un médicament. Et donc, c'est vrai qu'il peut avoir des idées, il peut éventuellement, s'il saute le pas, essayer de participer ou de créer une start-up. Et là, il faut dire effectivement que c'est vrai, vous avez dit l'industrie pharmaceutique se base sur la recherche qui sont faites dans des start-up de biotechnologie, mais sur ces start-up, il y en a beaucoup qui vont mourir, qui ne marchent pas, parce que c'est pas parce qu'on pense avoir une bonne idée que finalement cette bonne idée va déboucher sur un médicament qui marche. Donc c'est vrai que c'est une aventure, et il y a maintenant, par exemple à l'Université de Strasbourg, mais je pense dans d'autres, des structures qui sont là pour essayer d'aider les chercheurs à passer à cette étape translationnelle, c'est-à-dire où on essaye de voir comment vraiment on peut tester l'idée d'un médicament. Ceci dit, donc, ce que je voulais dire par rapport, c'est vrai que quand même, on ne peut pas se passer des entreprises pharmaceutiques parce que c'est elles qui ont les connaissances pour développer, tester, évaluer un médicament. Par contre, la question, c'est est-ce qu'elles doivent être encadrées, évaluées? Et là, c'est ce que disait Ségolène Aimé et notre intervenant. C'est, par exemple, dans cette histoire qui est quand même absolument étonnante de l'Avastin et du Lucentis, on se demande pourquoi en France, alors que déjà l'Agence de sécurité du médicament avait plaidé, avait demandé qu'on puisse autoriser officiellement l'Avastin pour être utilisé, que c'est la Direction générale de la santé qui a fait une notice, une circulaire en disant que voilà, non, il ne fallait absolument pas l'utiliser, alors que c'était déjà utilisé en fait dans les hôpitaux, et tout d'un coup la DGS dit non, c'est pas possible. Et alors là, c'est ce qui arrive souvent, on vous dit c'est pas possible à cause de l'Europe. C'est parce que l'Europe interdit d'utiliser des médicaments qui n'ont pas leur AMM. Sauf que visiblement, en Allemagne, en Italie, dans d'autres pays, on arrive. Alors ça, c'est un des mystères aussi. On voit ça aussi pour des marchés publics, etc. On a des procédures en France, dans les hôpitaux, qui sont d'une lourdeur incroyable. Et si vous râlez, on vous dit « Ah oui, mais c'est pas de notre faute, c'est l'Europe ». Mais quand vous causez quand on parle à nos collègues, qui sont également européens, donc les mêmes lois européennes, on a l'impression que c'est beaucoup plus simple. Donc effectivement, cette question, c'est comment contrôler, évaluer, parce qu'il faut dire une chose aussi, c'est un des problèmes de l'industrie pharmaceutique, c'est que d'une part, à cause des aspects de sécurité, que l'on comprend tout à fait, mais faire des essais cliniques devient de plus en plus cher. Et d'autre part, il se trouve que on a sans doute en thérapeutique largement mangé notre pain blanc, c'est-à-dire que les maladies qui étaient faciles à traiter, on a fini par trouver quelque chose. Et donc on estime qu'à l'heure actuelle, je crois, le coût de développement d'un médicament, c'est $1 milliard.
disons quasiment 1 milliard d'euros. D'autre part, un autre exemple, bien que sur Alzheimer, on ait appris plein de choses dans les 20 dernières années sur les mécanismes de la maladie d'Alzheimer. 300 essais cliniques négatifs. Pas une seule molécule nouvelle qui est une AMM pour Alzheimer depuis des molécules qui datent des années 80. Ça, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, mais parce qu'effectivement, c'est pas si facile que ça de trouver, même si on a des mécanismes biologiques qu'on sait qui sont impliqués, de trouver quelque chose qui va ralentir et de démontrer que ça peut ralentir. Voilà, alors je crois que c'est certains des aspects qu'il faut se poser. Alors l'autre chose, c'est aussi de pouvoir imposer quel type de médicament on veut. Et je donne deux exemples. Les antibiotiques. On sait qu'effectivement, il y a ces résistances aux antibiotiques qui se développent. Et pourtant, je ne sais plus si c'est toujours vrai maintenant, mais il y a un moment où toutes les grandes compagnies pharmaceutiques se désengageaient de la recherche sur les antibiotiques. Et un jour, quelqu'un m'a donné l'explication. C'est que c'est un très mauvais marché. Pourquoi ? Si vous avez un nouvel antibiotique, il ne sera donné pour éviter qu'il se développe une résistance à ce nouvel antibiotique qu'au petit nombre de malades qui sont résistants aux autres antibiotiques. Donc, ça fait qu'un nouvel antibiotique est un marché de niche. Et donc là, c'est peut-être effectivement à la puissance publique, mais peut-être pas nationale, internationale, d'imposer ou de stimuler effectivement ces recherches sur les nouveaux antibiotiques ou sur les maladies du tiers-monde, par exemple les maladies parasitaires, ce que fait d'une certaine manière Bill Gates. Monsieur Tognuti, quelles sont dans les conseils d'administration des Big Pharma les règles en matière d'éthique qu'on s'impose en termes de recherche de rentabilité et en termes de R&D ? Je vais répondre à votre question, mais je voudrais revenir sur 2 points. Le mystère, en France, bon, du point de vue des affaires, il n'y a pas de mystère, parce qu'en fait, c'est qu'il y a dû y avoir une entente sur des intérêts financiers qui nous échappent complètement. C'est-à-dire qu'il se peut que les laboratoires pharmaceutiques rapportent tellement au niveau des impôts qu'ils payent qu'on ait fait un deal. Ça, c'est totalement possible. Donc, il y a pas au niveau financier et business, il n'y a pas vraiment de mystère. Mais je reviens sur une deuxième chose, c'est le courage politique. C'est que de toute façon, et ce n'est pas la France, c'est l'Europe, c'est le monde entier, il n'y a plus de courage politique puisque le politique ne fait pas son travail, puisqu'il est soumis à la finance. Et donc ça, c'est le modèle ultralibéral et ultra-individualiste dans lequel on est rentré depuis la fin des années 1970. Ce n'est pas très récent et on n'est pas au bout. Peut-être qu'on en a encore pour 30 ans de ce modèle-là. Peut-être ce sont les générations qui viennent qui vont le modifier. Donc ça, je voulais réagir par rapport à ces 2 éléments clés. Quand on est dans un conseil d'administration, vous savez, un dirigeant, il est soumis à plusieurs pôles de pression. Il a le pôle de pression qui lui vient de l'actionnaire qui demande à avoir un retour sur investissement. Parce que si l'actionnaire n'investit pas, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. En fait, c'est comme nous, personnellement, quand on va acheter une maison ou un appartement. Qui est l'actionnaire de notre maison ou de notre appartement ? La banque. Nous devenons propriétaires quand on a fini de payer le remboursement du prêt qu'on a fait à la banque. Tant qu'on n'a pas fait le remboursement du prêt à la banque, on n'est pas propriétaire. Il y a un actionnaire, c'est la banque. Ça veut dire que sans les banques et sans les investisseurs, on ne peut pas se développer. Donc ça, c'est un premier élément de pression dans un conseil d'administration auquel on doit faire face. Deuxième élément de pression, après, c'est la manière dont vous allez dealer avec les autorités publiques sur le marché pour savoir comment vous allez vous développer. Et donc ça, c'est un deuxième élément de pression. Troisième élément de pression, c'est votre réputation, votre image sur les marchés financiers. Donc vous avez plein d'éléments de pression qui viennent peser sur vous quand vous avez des décisions à prendre. La différence, en fait, elle vient toujours du dirigeant en tant que tel qui porte des valeurs d'un certain type ou d'autres valeurs d'un autre type. Et donc il existe 2 types de modèles qu'on appelle la création de valeur actionnariale, c'est-à-dire c'est le modèle ambiant à 80%, c'est-à-dire que l'entreprise elle est faite pour rapporter de l'argent à l'actionnaire. Bon, ça c'est le modèle à l'américaine qui s'est généralisé dans le monde entier. Puis il y a un autre modèle qui est la création de valeur partenariale où les actionnaires, les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, les utilisateurs sont partie prenante et donc partenaires au même titre les uns que les autres. Mais donc le modèle qui gagne aujourd'hui, c'est la création de valeur actionnariale. C'est bien pour ça qu'il y a un diktat de la finance et de l'investissement sur la politique. Et que c'est le problème. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à prendre de décision.
Sur les 3 ou 4 plus grandes Big Pharma, on a des taux de rentabilité qui sont entre 20 et 40% et des taux de R&D, donc le montant investi en R&D par rapport au chiffre d'affaires, qui est en dessous, qui est entre 10 et 20%. Ouais. Est-ce que c'est éthique et est-ce que c'est normal? Bon, il faut mesurer. Alors, il n'y a pas une réponse à cette question. C'est que d'abord, il faut mesurer ce qui a été investi pour voir ce qu'on rapporte aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous prenez un médicament et que pour arriver à son autorisation de mise en place sur le marché, vous avez fait 10 ans de recherche, vous avez dû investir. Donc, pour répondre à cette question, il est éthique de trouver un juste équilibre entre ce que vous avez investi et ce que ça vous rapporte. Il est évident que ça vous rapporte 100 fois plus que ce que vous avez investi. Éthiquement, il y a un problème. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'on est dans un modèle de dictature économique ultralibérale, de création de valeur actionnariale. Notre grand témoin n'a pas encore pris la parole, Monsieur Braun. Ce qui m'a fait relativement réagir dans votre discussion, c'est que vous avez essentiellement visé les médicaments, je dirais, high-tech ou les médicaments de niche, comme le disait Madame, mais dans un pays qui est le premier consommateur de médicaments par personne, je crois, qui est d'une valorisation de 27 milliards d'euros à peu près, ce qui représente quand même un montant important. Est-ce que l'industrie pharmaceutique n'a pas plus intérêt à développer auprès du grand public des médicaments de base que l'on peut acheter sans ordonnance, qu'on achète évidemment sur Internet, je vous en parlais tout à l'heure, que l'on peut acheter même dans des officines qui ne sont plus des pharmacies, et même des grandes surfaces qui ont revendiqué le droit de vendre des aspirines et tout autre médicament de base, en limitant évidemment à ce qui intéresse le public et non pas à ceux qui le soignent. Alors le vrai débat qui concerne à mon sens l'industrie pharmaceutique, mais la question que je pose à des spécialistes, c'est de savoir est-ce que ce sont les médicaments de niche qui sont très chers, c'est vrai, mais qui ont un véritable effet et qui peuvent guérir. Est-ce que ce sont ceux-là qui sont les plus éthiquement répréhensibles, ou est-ce que ce n'est pas ce développement tout à fait extraordinaire du médicament dans notre pays comme dans toute l'Europe, qui ne fait pas que soigner, mais qui fait que rassurer, puisque ce n'est pas forcément en France qu'on a la durée de vie la plus longue parce qu'on se soigne plus et qu'on prend le plus de médicaments, mais je crois savoir qu'il y a d'autres pays qui consomment moins, mais où les gens vivent plus heureux et plus longtemps. Et ça, c'est un problème qui rejoint l'éthique et qui rejoint le business, puisque vous avez voulu intituler cette série comme étant le business du médicament, et le mot business n'a pas été choisi, je présume, par hasard, parce que c'est une manière un peu, je dirais, crue de présenter le problème. C'est que le médicament n'est plus un produit scientifique, c'est un produit de marketing, c'est un produit d'appel, c'est un produit que l'on va vendre comme l'on vend une crème et que comme on vend en parapharmacie. Et ceci, après j'aurais terminé sur ce point, se démontre par le mode de distribution, puisque jadis le médicament passait soit par les hôpitaux, soit par les pharmacies, à travers des gens qui avaient fait des études importantes pour comprendre ce qu'ils vendaient. Et aujourd'hui, ce sont des gens, certains qui se trouvent dans des pays limitrophes ou ailleurs, qui vendent des médicaments sans peut-être savoir ce qu'ils vendent. Sans compter, je pense, toute la fraude sur le médicament dont on pourrait également parler, puisque si on parle du business, le business c'est aussi la fraude. Et la fraude sur les médicaments, tant en Europe qu'en Afrique, c'est quelque chose de très cruel et de très dangereux. On a parlé tout à l'heure de la rentabilité des Big Pharma, M. Tonuti, mais il y a également de l'argent public qui est investi dans les startups. En France, il y a le Fonds national d'amorçage qui vient d'investir dans 3 startups alsaciennes. Ouais. Et l'objectif de ce fonds au niveau national, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, c'est de retomber sur ses pieds. Ouais. C'est pas de gagner de l'argent. Et s'ils ont 1% de rentabilité, ils seront contents. Comment se fait-il que la rentabilité des capitaux investis par l'État soit nettement inférieure à la rentabilité des capitaux qui sont sur le marché? Parce qu'il y a une volonté politique de création de valeur partenariale quand vous êtes l'État. C'est-à-dire vous n'êtes pas un investisseur au même titre qu'un investisseur privé. Et donc, un investisseur comme l'État a une tendance à regarder les choses de manière co-solidaire pour que tout le monde soit partie prenante. Ce qui n'est pas le cas des industries privées, du médicament ou autre, de toutes les industries privées. La plupart des industries privées sont dans une dynamique de création de valeur actionnariale. C'est-à-dire on veut au moins une rentabilité à 2 chiffres. Ce qui n'est pas le cas d'un investisseur public puisqu'il regarde la co-solidarité citoyenne des parties prenantes de l'entreprise ou de l'investissement. Alors la stratégie de l'État, la stratégie du gouvernement et de l'État en matière d'orientation de la R&D, est-ce que quelqu'un peut nous la définir? La stratégie de l'État en matière d'orientation de l'argent public dans la R&D sur le médicament. Ce qui caractérise, c'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'elle dit, c'est l'industrie qui fait elle-même sans droit de regard et qui va faire des études pour obtenir des indications très larges. Je prends ma spécialité qui est le diabète.
On a des classes de médicaments anciennes. C'est une maladie évolutive, donc bienvenue à des nouveaux médicaments. Mais dans les situations d'échec des anciens, qui ne valent pas très cher, qui datent d'il y a 50 ans. Mais l'industrie, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc elle fait des études pour remplacer les anciens. Et comment on fait ces études? Pas en montrant qu'on est supérieur, en montrant qu'on n'est pas inférieur. Et on a accepté des études de non-infériorité. Autrement dit, je suis équivalent à l'ancien, mais je vais obtenir un prix beaucoup plus élevé parce que je suis plus facile à prendre, parce qu'il y a moins d'effets secondaires. Mais je n'ai pas fait les études pour ça. Donc l'industrie fait des études dont elle a totalement le contrôle. Sauf s'il y a des scandales où là, on va aller voir les données et on va s'apercevoir qu'elles vont éventuellement été trichées. Donc l'industrie, on lui demande de faire les études et de les présenter, d'être jugée partie. Et on ne lui dit même pas quel type d'études on veut. C'est elle qui les décide. Donc il n'y a pas de politique du médicament. Évidemment, si l'État dit « moi je veux être totalement informé depuis le début, je veux discuter avec vous des études qu'il faut faire », alors l'industrie va dire « attendez, moi je perds beaucoup d'argent. Vous me limitez non pas à 2 millions de diabétiques, ma cible, mais vous me limitez à 200 000 pendant X années. Et il va falloir faire des études pour être sûr que le médicament est sûr, pour être sûr qu'il ne fait pas de mal au cœur. Donc il faudra une participation publique. Donc il faut changer, il faut inventer une politique du médicament. Il n'y a pas de politique du médicament. Il y a des tentatives de maîtriser une sécurité. Alors, il faut revenir à les conditions de cette alliance avec une industrie privée, c'est la transparence. Sauf que la logique du commerce, c'est l'opacité. Donc, qui décide en France du prix des médicaments? C'est le Comité économique des produits de santé, qui négocie un prix avec le médicament, un prix que remboursera la Sécurité sociale, qui est un prix occulte. Le prix réel qui est affiché, le prix qu'on dit facial, qui est affiché, n'est pas le prix réel. Par exemple, Sovaldi, nouveau médicament très cher, on disait 50 000 euros, 40 000 euros finalement, pour l'hépatite C, qui guérit l'hépatite C. Mais ça, c'est le prix affiché, ce n'est pas le prix réel. Le prix réel, vous ne le connaissez pas, je ne le connais pas. Il est négocié par ce CEPS, c'est peut-être 10 000 de moins, 15 000 de moins, et chaque pays fait ça. Donc l'État, d'accord, mais vous avez une multinationale en face de vous qui a négocié en secret avec la France, en secret avec l'Allemagne, chacun croyant qu'il est plus malin que l'autre. Je discutais récemment avec Gilles Joannet, procureur de la Cour des comptes, ancien directeur de la CNAM. Et il m'expliquait, mais ça, voilà, vous n'y pouvez rien. Et du jour où on rend ça public, M. Grimaldi, eh ben c'est foutu. Si vous dites aux Allemands, ben on a payé, nous, on a été malins, on l'a à 30 000 le médicament, eh ben l'affaire, elle est faite. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que imaginez les pays comme les USA. Les assurances privées vont négocier un prix en disant, moi, j'ai beaucoup de clients, vous me baissez votre prix. En France, on consomme beaucoup de médicaments. Et pourquoi? On négocie au sommet. Vous savez, chez nous, vous en vendrez beaucoup. Baissez donc vos prix. Donc il y a un prix occulte qui fait que les autorités de santé ont intégré qu'on allait vendre beaucoup de médicaments en France. Bon, il faut sortir de là. Si on dit c'est la santé publique qu'on défend, alors les prix sont transparents. Et évidemment, à l'échelle européenne. Vous avez quand même raison, parce qu'autrement, eh bien, la France, elle sera coincée. Le médicament dit, vous ne le voulez pas, ben on ne le commercialise pas. Alors, les seuls qui ont pris une position, qui ont une politique des médicaments, c'est les Anglais. Ils ont fait des équations, alors qui sont discutables, médico-économiques, scientifiques. Ils ont calculé le coût d'une année en bonne santé. Alors, c'est choquant, mais voilà, on y est direct. 50 000 euros. Si c'est une demi-année en bonne santé, 25 000. Alors, qu'apporte votre médicament en gain de vie en bonne santé? Ça dépasse les 50 000 par an? Nous n'achetons pas. Donc, les médicaments de l'Alzheimer en Angleterre ne sont pas remboursés. En France, on les rembourse. Sur quel argument? Non pas qu'ils sont efficaces. On dit, mais si on ne les remboursait pas, on ne considérait pas que c'est une maladie, il n'y aurait pas la kinésithérapie, il n'y aurait pas l'orthophonie, il n'y aurait pas tous les soins. Pour être une maladie, il faut qu'il y ait un médicament en France. Ce n'est pas un médicament pour la maladie, c'est pour que la maladie soit reconnue comme telle, il faut qu'il y ait un médicament. Et donc, on va les rembourser. Donc, avant de faire les choix, réellement, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, ça ne relève pas de la solidarité. Sans aller jusqu'à l'Angleterre, le Lucentis et bien d'autres. En France, si on prend l'affaire des génériques, parmi les statines,
médicaments qui ne sont pas des niches. 5 millions de consommateurs de statine. Le seul médicament qui n'est pas génériqué dans une classe où il y a 7 ou 8 médicaments. Le seul, le Crestor. En France, c'est 30% des ventes de statine. En Allemagne, 3%. Bon, tout simplement, l'industrie fait son boulot. L'industrie va voir les cardiologues, va voir les généralistes, va voir tout le monde, va expliquer que le Crestor c'est mieux, et tout le monde prescrit le Crestor en France. Donc, les médecins réclament leur autonomie de prescription, encore faut-il qu'ils soient indépendants de l'industrie. Bon, là, on a un vrai sujet. Bon, voilà. Hein. En France, on n'a pas de politique du médicament. Les molécules sont protégées par des brevets pendant un certain nombre d'années. Et en fin de période de brevet, la valorisation des big pharma qui détenaient les brevets sur des blockbusters se casse la figure. Ça veut bien dire qu'il y a une comptabilité analytique médicament par médicament dans les big pharma. Je dirais que je crois que l'aspirine a été inventée il y a plus de 100 ans. Elle est certainement sur le marché libre depuis longtemps. Je crois surtout comprendre de ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de vraie concurrence dans l'industrie pharmaceutique. Vous prenez des bétonniers, ils se retrouvent devant la Cour de justice des communautés européennes sur des procédures d'entente. Ils sont condamnés à des 500 millions, 800 millions. L'autorité de la concurrence en France poursuit en permanence les gens qui sont, par exemple, dans le cosmétique, très récemment, les parfumeurs encore plus récemment. Mais on a rarement vu des poursuites contre l'industrie pharmaceutique pour un motif qu'on ne comprend pas. L'autorité, qui est aujourd'hui présidée par un haut magistrat qui est extrêmement sérieux et extrêmement intègre, n'arrive pas visiblement à faire déboucler ce problème. Peut-être que les directeurs commerciaux sont un peu plus malins que les autres. En tout état de cause, si vous voulez faire baisser un prix, c'est relativement simple. Si vous instillez une concurrence qui est extrêmement difficile, les prix vont baisser. À chaque fois que la concurrence va disparaître, bien entendu, et qu'il y a une espèce d'entente secrète ailleurs, pas forcément en France, mais qui peut avoir lieu à 150 km d'ici, entre les Zurich ou alors au Luxembourg ou en Belgique, bien évidemment, cette entente va pouvoir museler les prix. Et ce qui est très amusant, c'est que la Commission européenne entreprend de nombreuses poursuites, et très récemment, on n'a pas vu, comme je le répétais, une quelconque poursuite contre l'industrie pharmaceutique. Il y a d'ailleurs un autre motif, c'est que beaucoup de ces industries se situent hors de l'Union européenne, car c'est aussi une autre manière de se protéger, c'est qu'on échappe à ces poursuites. Et comme on en a besoin, je présume qu'il y a un équilibre entre la raison et l'éthique. Monsieur Tonuti, est-ce qu'on craint les amendes des autorités de la concurrence dans les comités de direction? Ça, c'est une bonne question. En fait, quand on s'entend sur un marché, le problème, c'est que voilà l'arbitrage qui peut se faire dans un conseil d'administration, c'est on se dit combien ça va nous coûter l'amende. Et donc, quand on sait que l'amende, elle coûte beaucoup moins cher que ce que ça nous rapporte, on préfère payer une amende. C'est le problème. Ça veut dire que les amendes ne sont pas assez fortes. Ça veut dire que les punitions et les sanctions qui sont mises en œuvre par rapport aux règles d'existence, puisque par exemple une entente sur un marché, c'est interdit. Tout le monde le sait. Pourtant ça se fait. On a des cas, et pas seulement dans l'industrie pharmaceutique. Ça se fait dans le bâtiment, dans l'industrie, dans tous les métiers. Mais c'est parce que les sanctions qui sont appliquées ne sont pas les sanctions réelles qui doivent être appliquées en fonction des règles. Et donc aujourd'hui, on dit souvent il faut contraindre les industries à aller vers de plus en plus de réglementation. Mais on a déjà toute la réglementation sur le marché. Il faut l'appliquer. Le problème, c'est qu'on ne l'applique pas. Et ça, je pense très sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de mystère d'affaires derrière ça. C'est un problème par pays de négociation. Et donc, plus la négociation est bonne, moins on a ce problème de réglementation. Parce qu'on n'est pas amené à sanctionner. Mais les amendes de la Commission européenne, quand elles tombent, elles sont salées généralement. Oui, mais bon, vous avez vu combien ça coûte sur combien rapporte l'entreprise et combien coûte la sanction. Si vous gagnez 40 milliards, que vous faites 20%, c'est-à-dire 8 milliards, et que votre amende c'est 600 millions, le conseil d'administration, il arbitre facilement. Hein. Il dit on va pallier la réputation d'image et on paye l'amende. Et on organise la communication qui va avec derrière. C'est-à-dire que l'amende n'est pas assez élevée, elle devrait faire 2 milliards. Là, ça donnerait à réfléchir. Et ça apporterait du budget à la Commission? En plus. Madame Aimé, quelles sont les solutions que vous proposez pour davantage de transparence? La transparence, c'est un mot qui vous est cher. Oui, ça m'est très très cher. Moi, j'ai plusieurs pistes. Quand on regarde historiquement, la seule fois où il y a eu une baisse significative des prix, ça a été la lutte au moment de l'épidémie de sida, des patients qui ont réussi à imposer à l'industrie d'être raisonnable dans ses revendications
par des moyens très bruyants au niveau des démonstrations, mais ils ont réussi effectivement à obtenir d'une part une accélération de la recherche, d'autre part des prix corrects qui ont permis que les patients soient traités dans les pays développés et maintenant même dans les pays en développement. Donc il y a moyen de faire pression sur l'industrie quand ce sont les personnes les plus concernées qui se mobilisent. Un exemple qui a été suivi dans le secteur que je connais, qui est celui des médicaments orphelins, puisque dans les maladies rares, il y a énormément d'associations de patients très actives. On a en France la chance d'avoir le Téléthon, l'AFM Téléthon, qui en est un excellent exemple. Et ceci m'amène à faire une réflexion sur tout ce qui vient d'être développé, qui est pourquoi est-ce que les politiques sont si mous et frileux par rapport aux scandales qui vous ont été exposés? C'est parce que, en réalité, il est presque impossible politiquement de s'opposer à un industriel qui retirerait son produit si le prix qu'on lui proposait n'était pas le prix qu'il veut. Donc, du côté de l'industriel, il y a un vrai levier de chantage, surtout pour les médicaments qui sont vraiment efficaces et pour lesquels il n'y a pas vraiment d'alternative. Et il y en a vraiment beaucoup. Et donc, la réalité, c'est que quand on regarde les scandales qui ont eu lieu récemment aux Pays-Bas ou en Suède, où il y a eu des médicaments pour des maladies graves dont le prix était contesté, où les autorités de santé refusaient le remboursement, il a suffi d'un article dans la presse grand public avec une maman avec son bébé dans les bras qui disait que son bébé allait mourir parce que le gouvernement ne voulait pas rembourser le médicament, pour qu'immédiatement, bien entendu, il y ait un changement d'attitude du ministère de la Santé. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui est très particulier, la santé, et qu'on ne doit pas le traiter comme tous les autres secteurs. Et c'est vrai que tout le monde est un peu piégé, les politiques et les industriels qui jouent sur un secteur où ils ont des légitimes besoins de financement et de profit pour pouvoir développer, parce que ça n'a pas été assez dit, c'est quand même, on ne saurait pas faire les développements sans ça, mais où, par ailleurs, ils sont capables aussi de détruire leur propre secteur par les exagérations dont ils sont coutumiers. Alors moi, les pistes que je vois, c'est d'aller dans le sens de la diminution des coûts de développement déjà. Je pense qu'avec notre société hyper sécuritaire, on a mis des règlements dans tous les sens pour les essais cliniques, la surveillance des effets mis sur le marché, etc., à tel point qu'effectivement, les coûts de développement et de gestion de ces risques sont énormes. Il y a moyen de diminuer ces risques financiers, de diminuer ces coûts, en faisant des véritables partenariats publics-privés, mais pas au sens leasing, etc., au sens véritablement d'acceptation que les différentes parties prennent une partie du risque et réévaluent régulièrement si le médicament est ou non efficace, et s'il ne l'est pas, on lui diminue son prix ou on le dérembourse. Des choses qu'on ne fait absolument pas pour l'instant. Quand vous avez obtenu votre autorisation de mise sur le marché et votre remboursement, vous êtes tranquille pour des années et des années et des années. C'est pas normal parce que souvent on ne sait pas tout à ce moment-là et on peut très bien découvrir 5 ans ou 10 ans plus tard que finalement c'est beaucoup moins bon que ce qu'on croyait et que ça a beaucoup d'effets secondaires. Donc déjà, faire un partenariat public-privé, une meilleure surveillance. Deuxièmement, c'est l'investissement de la société académique et des associations de patients et des fondations pour qu'une partie des développements soit fait dans un cadre moins, disons, conduit par la notion de profit. Malheureusement, ça peut se retourner quelquefois par l'appât du gain à la fin. On a un exemple très récent d'un médicament pour la mucoviscidose. Je pense que c'est une maladie rare que vous connaissez, qui a un médicament qui est très spécifique pour une certaine mutation dans la maladie, qui s'appelle le Kalydeco, qui coûte actuellement 370 000 € par an par patient, qui en fait a été développé grâce à une fondation de patients qui, au dernier moment, qui aurait pu donc conduire tout le développement entièrement et du coup proposer aux patients ce médicament à un prix tout à fait raisonnable et accessible. Et au dernier moment, la fondation de patients a vendu ce médicament à un industriel qui a décidé de ce prix exorbitant, si bien que la propre fondation aux États-Unis qui a développé ce médicament, les patients qui ont participé à ce développement ne peuvent pas avoir accès au médicament maintenant. C'est quand même extraordinaire. Donc on est
on voit qu'il y a des pistes en faisant des développements participatifs au niveau patient, académie, gouvernement, que c'est certainement la voie, en particulier pour les réutilisations d'anciens médicaments pour des nouvelles maladies, qui est une piste tout à fait intéressante parce qu'on a une pharmacopée très riche et on n'a pas du tout exploré toutes les utilisations des médicaments qu'on connaît. On pourrait faire ça. Donc dérisquer au niveau réglementaire et faire des partenariats publics-privés pour la recherche. Merci. Monsieur Mandel, sur cette question, comment dérisquer les activités de R&D ? Je pense effectivement qu'il y a eu une exagération dans les règles d'absolue sécurité pour le développement de médicaments qui rendent effectivement ces coûts astronomiques. Et je me demande aussi si le fait que ces essais cliniques deviennent de plus en plus gigantesques avec des milliers, quelquefois des dizaines de milliers de malades, c'est pour arriver statistiquement à démontrer qu'il y a 5% que ça marche 5% de mieux que l'autre médicament et donc ça vaut le coup. Si on se disait qu'on n'est pas intéressé à quelque chose qui marche juste 5%, mais vraiment quelque chose pas qui prolonge de 3 mois la vie d'un cancéreux en moyenne, mais qui le prolonge de 2 ans, on a besoin de beaucoup moins de malades. Donc si on se dit qu'on veut avoir des médicaments qui ont un effet vraiment important, on en aura peut-être moins, mais je pense que le coût des essais cliniques sera diminué parce qu'on a besoin de moins de malades pour démontrer un effet fort que pour arriver quand même à se dire, regardez, c'est un tout petit peu mieux que le précédent, et donc ça justifie qu'on puisse le mettre sur le marché plus cher. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la marche en avant d'une molécule entre un laboratoire et sa mise sur le marché et avec analyse des coûts à chaque étape ? Combien coûte la recherche au niveau d'un institut de l'INSERM ? Combien coûte non, mais la recherche au niveau d'un institut de l'INSERM, ce n'est que le début du début, si vous voulez. Et ce qu'il faut voir, c'est que des candidats médicaments, c'est ce que en tout cas disent l'industrie pharmaceutique, sur 100 candidats au départ, vous avez peut-être 10 qui vont passer aux essais cliniques de phase 1 et un seul qui va passer aux essais cliniques de phase 3. Et encore, quand vous avez fait les essais cliniques de phase 3, il y en a probablement encore 2 sur 3 qui se cassent la figure parce qu'ils n'ont pas démontré l'efficacité. Donc, si vous voulez, la question, c'est pas de dire, voilà, tiens, pour ce médicament-là, ça avait coûté que... Mais il faut tenir compte, effectivement, de tous ces soi-disant bonnes idées qui, finalement, se sont cassées la figure à différents endroits. Donc, je crois que c'est vraiment... il faut avoir effectivement cette évaluation des coûts réels. La recherche, de toute façon, elle se fait en milieu académique et on nous encourage à la valoriser. Mais c'est cet aspect de pouvoir plus imposer quel type de médicament on veut. Je suis tout à fait d'accord avec les collègues à la tribune. Et aussi de diminuer peut-être les obligations sur ces réalisations d'essais thérapeutiques et notamment, par contre, en exigeant des effets qui soient nettement plus importants. Merci. Oui, Monsieur Grimaldi, sur ce chemin entre le candidat médicament et le marché. Attendez, là on dit, bon, la recherche, ça coûte cher, il y a plein d'études à faire, etc. Mais ça, c'est souvent pour le premier médicament d'une classe. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'une fois qu'on a un médicament d'une classe, il y a plein de pseudo-nouveaux médicaments qui sont ce qu'on appelle les MeToo. C'est-à-dire que vous avez dans le diabète un inhibiteur d'IPP4, le premier, puis ensuite vous en avez 10 qui changent très très peu, parfois même le même laboratoire, qui sont déposés et qui sont également protégés par le brevet. Il faudrait, là, il n'y a aucun coût. C'était AstraZeneca. Oméprazole, inhibiteur de la pompe à protons, c'est des médicaments pris par des millions de personnes. Le médicament devient génériqué. Que fait le laboratoire? La forme d'estrogir, il en fait une forme lévogir, il change le nom, et le voilà avec un nouveau médicament. Et il a une astuce commerciale fantastique, il le donne aux hôpitaux, gratuit.
Génial. Donc tous les hôpitaux vont prescrire Inexium à des millions de patients. Et quand ils sortent de l'hôpital, eh ben, le médecin généraliste, il recopie. Ça a coûté 100 millions à la Sécu, cette petite astuce. Et quand je dis à Hubert Allemand, qui était médecin conseil national, et vous faites rien, il dit, ah ben ça c'est pas nous, ça c'est l'État. En France, on a un système mixte, chacun se renvoie la balle. Donc il y a des vraies découvertes, et puis derrière la vraie découverte, il y a plein de fausses découvertes qui ne coûtent rien. Alors l'autre astuce de l'industrie consiste à élargir le marché. Vous avez un ulcère, il faut le médicament, mais vous avez une petite douleur d'estomac, ça vous fera du bien. Vous avez un petit peu de reflux, allez-y. Et donc, on médicalise des gens qui n'ont pas de maladie. Bon, alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous dites supériorité très faible. Est-ce qu'elle est pertinente médicalement? Ça, c'est une chose. Mais je vous ai dit que maintenant, on peut reconnaître un médicament sur une étude de non-infériorité, pas de supériorité. Vous n'êtes pas plus efficace. Mais on va quand même donc avoir l'autorisation de mise sur le marché et de remboursement parce que dans les critères secondaires, vous aurez montré des bénéfices. Mieux toléré, une seule prise au lieu de 2, moins d'hypoglycémie pour le diabète. Mais ce n'est pas sur ça que vous avez... Et donc vous avez un marché très large. Donc, encore une fois, on se trouve confronté entre une logique santé publique et une logique commerciale. Comment on fait? Comme vous l'avez dit, transparence. Deuxièmement, partenariat, créer une idée, je suis d'accord sur ce... Mais contrôle public, c'est-à-dire vous ne pouvez pas accepter le secret. Vous ne pouvez pas dire vous développez dans le secret. L'affaire Mediator, ça suffit, c'était le secret maximum. Voilà un médicament. Alors, Irène Frachon en parlera des fois, mais moi, en tant que diabétologue, ça continue à me choquer parce que tout le monde, tous les journalistes, tout le monde écrit ce médicament antidiabétique a été utilisé hors autorisation de mise sur le marché. Mais ce n'était pas un antidiabétique. Ce n'est dans aucune recommandation du diabète. Alors expliquez-moi ça. Comment un médicament qui n'est dans aucune recommandation, ni française, ni internationale du diabète, est remboursé en France à 100% pour les diabétiques? Indépendamment de toute l'histoire. Comment c'est possible? Il était présenté comme adjuvant de la diététique du diabète. Dans aucune recommandation, il était présent. Mais on continue à écrire, cet antidiabétique, mais il était utilisé pour ce qu'il était comme coupe-faim. Et on dit aux généralistes, vous ne l'avez pas utilisé comme il faut. Il l'utilisait pour le mensonge qui était organisé. Alors on sort de ça, autrement, inévitablement, il y aura de nouveaux scandales. Inévitablement. Bon, parce qu'il faudrait augmenter les amendes. Très bien, le record actuel, alors, chaque laboratoire, il y a des records. Hein. Le record, c'est GSK, 3 milliards. Pour avoir caché des données dans ces grandes études, sur un des médicaments du diabète. Bon. Donc la FDA cogne. Mais effectivement, par rapport à des milliards, il y a quand même dans le monde 300 millions de diabétiques. Donc, vous avez quoi de faire du profit, hein? Il faudra un jour que quand on a des mails directement mafieux, on ne peut pas dire autrement, cacher cet effet, tricher, ne pas parler de ça, ne pas dire ça. Alors ça, c'est pas toute l'industrie, c'est une partie. C'est typiquement Servier. Bon, là, il faut que la justice passe nominalement, pas sur une amende. C'est des comportements, quelques comportements mafieux. Donc là, on ne peut pas dire, parce que le gars, il reste directeur, il change éventuellement de boîte. Bon. Il s'est fait prendre, c'est dommage. Donc là, on a un vrai problème. Oui, Madame Aimé, sur Servier? Non, pas sur Servier, c'est un autre. Un autre? Mais moi, j'ai vécu ça en tant que jeune chercheuse à un moment de ma carrière où j'ai observé des malformations sur un fœtus que je ne comprenais pas. Et en cherchant, je me suis aperçue que la maman avait pris un médicament contre l'acné pendant sa grossesse. Et j'ai publié, comme fait tout bon chercheur, cette observation dans un bon journal qui était le Lancet. Et le lendemain de cette publication, j'ai été convoquée, je le dis, au ministère de la Santé en France. J'étais reçue par quelqu'un de très important de ce ministère qui m'a dit que j'étais une mauvaise Française parce que ce médicament était fabriqué par un laboratoire français dont c'était 25% des bénéfices et que je mettais en danger l'industrie française et donc c'était très très mal d'avoir fait ce que j'avais fait. Donc ça en dit long. Ça veut dire que je crois la France est considérée par l'industrie pharmaceutique comme leur meilleur marché mondial. On est le pays qui est le plus accueillant pour cette industrie parce que nous avons eu une très très bonne industrie dans le passé. Ça a été un fleuron de l'industrie française. Et cette culture est restée. Donc les politiques sont, disons, enclins à protéger ce secteur.
Et donc l'industrie vraiment est très arrogante de ce pays, la France particulièrement, et il y a des collusions politico-industrielles très nettes qui sont parfois pas vraiment des collusions mafieuses au sens où les gens touchent, mais où c'est de la collusion, disons, de bon voisinage et d'habitudes politiques. Et donc, je considère qu'on est vraiment un pays qui est particulièrement corrompu et inefficace dans la protection du patient et dans la défense de ses intérêts. Quel était ce labo que le ministère a si bien défendu? Roche. Puisque vous l'avez écrit. Et c'était quand? En 1986. Ça, encore une question à notre grand témoin, et après ça sera à vous, le micro va circuler en 5 minutes. Oui, je ne suis pas persuadé de la capacité de pouvoir couper toutes les têtes dans l'industrie chimique. Vous savez, déjà dans la banque, il y a eu beaucoup de fraudes récemment aux États-Unis. On n'a jamais poursuivi les dirigeants. Le procureur général des États-Unis a décidé maintenant d'engager des poursuites personnelles. Et vous savez, chaque fois que vous couperez une tête, une autre repoussera, un peu comme l'hydre de Lerne. Et je crains que les procès, qui sont malheureusement encore plus longs que les recherches en médecine et en pharmacie, risquent de ne jamais arriver au bout. Vous avez bien vu dans le dossier du médiateur de Servier, eh bien le procès va certainement s'arrêter un jour ou l'autre, faute de combattants, et ça n'apportera rien de plus. Je crois qu'il y a certainement une forme d'éducation. Pourquoi a-t-on réautorisé la publicité télévisée pour certains médicaments? Moi, je me souviens d'une époque où c'était une publicité interdite. Là, c'est devenu une publicité autorisée. Il n'y a pas de raison que demain, dans le cadre d'une libéralisation de l'économie ou d'une loi de modernisation, on donne la possibilité de donner une publicité pour tous les médicaments, c'est-à-dire de donner envie aux gens de consommer plus. Donc, le vrai problème se situera à la fois dans la culture, dans l'éthique et dans l'éducation, non seulement des patients, mais également des praticiens. C'est aussi à eux de faire la police à travers les médecins généralistes, à travers les pharmaciens, mais je pense que c'est aussi un problème de ne pas toujours tout mettre à portée des gens, faute de quoi ils le consommeront avec beaucoup de plaisir pour satisfaire leurs angoisses. Merci. Alors c'est à vous, les micros vont circuler. Si quelqu'un souhaite prendre la défense des laboratoires pharmaceutiques qu'on vient de passer un quart d'heure à attaquer, allez-y. Il y en a peut-être des représentants dans la salle. Vous êtes peut-être actionnaire. J'aurais une question à Emmanuel Tognotti. On peut comprendre qu'une direction d'un laboratoire qui a un comportement délictueux fasse un calcul de prix entre une amende et ce qu'il va gagner. On est dans une logique de profit et ils font des calculs. Mais si on n'était pas que dans une logique commerciale, c'est-à-dire si on considérait que c'est délictueux de cacher des données et qu'un laboratoire peut, s'il est prouvé qu'il l'a fait, se voir interdire tous ces médicaments dans le pays, ça, je pense que ça leur ferait peur, beaucoup plus qu'une amende. Est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer, sur le plan juridique, une protection des citoyens via une condamnation pénale des laboratoires à ne plus pouvoir mettre un seul médicament dans le pays si on a fauté? C'est prévu. En fait, c'est prévu. C'est prévu dans toutes les règles de compliance. Le seul problème, c'est que ce n'est pas appliqué. À ce jour, au niveau juridique, on peut condamner pénalement n'importe quelle entreprise, ce n'est pas seulement dans l'industrie du médicament, on peut condamner pénalement pour des problèmes d'irresponsabilité une entreprise sur ce sujet-là et lui interdire de faire son travail. On peut le faire, mais personne ne le fait. Pour une seule raison, que je pense, ça ne me paraît pas très mystérieux, c'est que le politique est soumis à la finance. Et qu'il n'y a qu'une chose qui peut sauver ça, ce n'est pas le politique, c'est la révolution citoyenne. Ok. Une question dans la salle, monsieur. Merci. Richard Camelet, je suis retraité, ancien responsable financier. Et je rebondis sur cette question parce que, en fait, ma question, quand vous avez parlé de ces ententes, vous nous avez dit les entreprises ont deux axes. D'abord, les amendes, c'est pas très cher, et il y a une question de communication. Après, on est passé un petit peu vite là-dessus, mais vous n'aviez pas le temps. Mais quand on parle de communication, et là je m'adresse aux médias, peut-être que c'est aux médias de rebondir là-dessus et que, au lieu de sanctions juridiques, peut-être que les sanctions peuvent venir d'associations de consommateurs ou de consommateurs
et qu'à ce moment-là, ce médicament sur lequel il y a une entente, on en a besoin, on va l'acheter, mais on va peut-être pouvoir boycotter d'autres médicaments de cette société. Merci. Qui veut répondre ou rebondir là-dessus? Ségolène Aimé. Oui, moi je trouve que c'est une très 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 bonne piste. C'est une des seules d'ailleurs qu'on ait vraiment qui puisse être opérationnelle. Ça suppose que les André Grimaldi, oui. Non, mais ça suppose que les associations en question de patients ou de consommateurs soient totalement indépendants de l'industrie. C'est compliqué, hein? Oui. Ou des médias, dit monsieur dans la Oui, salle. pareil pour Oui. les médias. Et ça demande au moins une neutralité des médecins prescripteurs, ce qui n'est pas aussi évident. Voilà. On va voir ça demain soir. Joseph Becker, je suis également retraité, je vis de la charité publique. Et la question que je pose, c'est justement ce que vous dites. La consommation des médicaments, elle n'est possible que par la prescription des médecins. Or, personne dans tout le débat, vous n'avez à aucun moment parlé des médecins prescripteurs. Donc ça veut bien dire que si les médecins prescripteurs, franchement, ils paraissent un peu soumis au laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils deviennent un tout petit peu plus indépendants? Je rappelle simplement qu'il y a 20 000 visiteurs médicaux en France et 2 000 médecins conseils. Ah, vous avez raison, j'en ai parlé quand je vous ai dit que le Crestor, seule statine non génériquée, c'est 30% du marché de statine en France, 3% en Angleterre. 30% parce que les médecins prescrivent, parce qu'ils sont sous pression de l'industrie. Bon, donc aujourd'hui, au fond, se pose la question de à quoi sert la visite médicale. Vous avez l'informatique, vous êtes libre de recevoir des informations, vous ne serez pas coupé de l'information. Donc, très franchement, avec l'histoire notamment du Mediator, toutes les réglementations qu'on met qui sont contournées, je pense qu'il serait raisonnable de dire, alors ça pose un problème sur l'emploi, hein, autre question, est-ce qu'on ne peut pas supprimer la visite médicale dont la seule fonction est de faire prescrire? Mais c'est de l'emploi, la visite médicale. C'est combien d'emplois en France? 20 000. 20 000? Oui, ça va être 20 000 emplois. Non, mais on retombe sur la même chose après, à chaque fois. C'est-à-dire que Servier, si on disait on rembourse pas Mediator, il disait ben, j'enlève mon usine en France. Les cures thermales, personnellement, je comprends que ça fait très bien, beaucoup de bien. Je ne suis pas sûr que ce soit la sécurité sociale de les rembourser. Ça pourrait être à votre assurance complémentaire. Mais là, vous aurez tous les maires députés qui montent au créneau. Et pour la défense de l'emploi et l'aménagement du territoire, on continuera les cures thermales. 250 millions. Bon, etc., etc. Les seuls, d'ailleurs, médicaments qui, eux, n'ont même pas d'études à faire, mais qui sont remboursés, 35%, c'est l'homéopathie. Ils n'ont même pas d'études à faire, ils n'ont même pas d'autorisation à demander sur le marché d'office. Bon, donc, 150 millions. Donc, on a un vrai problème de définition en France. Qu'est-ce qui est santé publique et qu'est-ce qui est choix personnel? Et puis, si c'est santé publique, alors l'industrie ne peut pas faire son marketing comme elle le ferait pour la vente des voitures, parce que les patients ne sont pas des consommateurs éclairés. Et ils font confiance à un médecin. Et pour faire confiance à ce médecin, il faut qu'il soit indépendant des financeurs et des industries. Ok. Madame. Vous voulez réagir là, s'il vous plaît? Juste, attendez, madame, s'il vous plaît. Une réaction de monsieur Tonuti et juste après, c'est à vous. J'ai une réaction, je suis choqué là. On va supprimer des milliers et des milliers d'emplois. Je suis choqué sur un point, parce que quand vous êtes dirigeant, moi je les côtoie les dirigeants, je ne vois pas beaucoup de pervers, sincèrement. Je ne vois pas beaucoup de gros mafieux. Un dirigeant, quand il prend des décisions, il se dit, je prends une décision en fonction de l'actionnariat de l'entreprise, c'est clair, mais aussi parce que j'ai des collaborateurs et que j'ai des emplois à payer. Allez, je vais vous donner un exemple. Quand vous vendez un avion, je vais sortir du médicament exprès, quand vous vendez un avion sur un marché, si vous allez au Moyen-Orient, vous devez payer un ticket d'entrée pour vendre vos avions. Si vous ne le payez pas, le ticket d'entrée, vous ne vendez pas d'avion. Et donc, si vous ne vendez pas d'avion, le dirigeant, il vous dit, vous êtes bien gentil avec votre notion d'éthique, mais dans les 50 000 emplois que j'ai derrière, qu'est-ce que j'en fais? Alors là, je suis profondément choqué sur le plan éthique d'entendre quelque chose comme ça, parce que y a quand même, on ne peut pas tout diaboliser. On ne peut pas tout diaboliser. Il y a le respect de la dignité humaine qui fait qu'il y a des gens qui travaillent et que les dirigeants, quand même, ils essaient de préserver les emplois. C'est pas des diables, quoi. Non, attendez, là, il y a une confusion complète.
on manque d'infirmières, on manque de plein de personnel. Hein, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que des visiteurs médicaux sont un plus pour la santé publique du pays? Est-ce que c'est utile? Bon, la démonstration, elle n'est pas faite du tout. C'est utile pour vendre. Mais ce n'est pas utile pour informer les médecins. Ce qui est utile pour informer les médecins, c'est de leur permettre d'avoir des synthèses fiables de la littérature nationale, des études qui sont faites, de ce qu'apporte un médicament, qu'on ait des sociétés savantes qui soient indépendantes et qui informent. Or, aujourd'hui, on a Internet. Mais je fais l'avocat du diable. Tu sais très bien que la formation permanente des médecins n'est ni financée ni à financer. Et que tu leur dis d'aller sur Internet se former, mais quand ils ont fini leurs 80 heures par semaine, ils ne vont pas y aller. Et le seul moment où ils vont un peu se former, c'est quand ils recevront gentiment le visiteur médical qui va leur apporter. Est-ce que si tu supprimes cette dernière formation, il faut la remplacer par autre chose? Ce n'est pas une formation. C'est clair, ce n'est pas une formation. Hein, c'est de la communication promotionnelle de médicaments. Bon, le jour où, aujourd'hui, je prends l'affaire des statines, 5 millions de personnes, il n'y a aucun argument pour dire qu'il faut que la Sécurité sociale vienne prendre une décision. Elle vient dire maintenant, pour tous les nouvelles prescriptions de ce médicament du Crestor, il faudra que vous demandiez une entente préalable au médecin conseil. Les médecins hurlent. Ils vont devoir faire des lettres pour demander l'accord, mais parce qu'eux-mêmes ont subi la pression de l'industrie. Ils ne peuvent pas justifier pourquoi ce médicament est utile pour ceux qui ne supportent pas les autres. Alors, vous me direz, ça ne fait pas l'affaire de l'industrie. Encore on retombe sur le même débat. Moi, je ne suis pas contre qu'on subventionne l'industrie, si vous voulez, mais dites pas que c'est la santé publique. Je ne suis pas contre qu'on subventionne complètement les cures thermales. Ne dites pas que c'est la santé publique. Et ne reprochez surtout pas aux Français de consommer trop de médicaments. Puisque pour défendre l'industrie, vous leur dites consommer des médicaments. Et on vous envoie même des visiteurs médicaux pour consommer les plus chers. Il faut choisir. On a un discours ou on a un discours santé publique, ou on a un discours soutien à l'industrie. Au moins, faisons-le dans la transparence. Oui, alors effectivement, on vous sent très indigné. On va reparler de ce sujet demain soir avec Irène Frachon. Et on va vous écouter, madame. On revient à la salle. Alors, je suis Yvonne Brevert, je suis retraitée puis citoyenne. Alors, je suis un peu, comment dire, traumatisée par ce que j'ai entendu. Apparemment, les politiques, ce ne serait pas la solution. Donc, quelqu'un a proposé la révolution citoyenne. Donc, la question que je pose, c'est comment la mettre en route, comment la mettre en action, cette révolution citoyenne. Alors, hier, on a entendu parler des class action et puis des actions en groupe. Est-ce que ce serait une solution? Et puis il y a aussi, depuis un certain temps, sur Internet, des sites français, enfin nationaux ou internationaux, avec des propositions de pétitions. Est-ce que ce serait peut-être aussi une petite piste? C'est une voie. Vous avez parlé des associations de citoyens, des associations de défense. Il faut comprendre que si vous voulez vraiment toucher une entreprise, là où ça fait mal, c'est sur sa réputation d'image. Parce que son cours de bourse, il va baisser, tout de suite. Et donc, c'est le seul indicateur. Ça veut dire que s'il y a des associations de citoyens, des pétitions qui se mettent en place sur Internet et que là, il se passe quelque chose qui va dégrader l'image de l'entreprise, il est évident qu'il va y avoir une réaction. C'est évident, parce que le cours de bourse va baisser obligatoirement, ce qui ne va pas faire le coup des actionnaires. Alors là, c'est évident que c'est la seule chose qui peut faire bouger une grande industrie. Sa réputation d'image et son cours de bourse. Donc c'est un moyen, c'est pour ça que je parle de révolution citoyenne. C'est dans ce sens-là. Et aujourd'hui, avec tous les moyens médias qu'on a, c'est possible. Monsieur Braun, la class action, ça s'organise comment? Oui, en ce qui concerne les class action, d'abord il faut savoir qu'en France, c'est un système qui est encore très timide, puisqu'il est réservé uniquement à certaines associations qui figurent sur un décret, je crois qu'il y en a une dizaine, et qu'il y a très peu de chances pour que des class actions soient lancées. Je crois qu'il y en a une qui a été lancée contre une agence immobilière pour l'instant qui demandait des frais de rédaction de baux. C'est à peu près la première class action que l'on connaît. En matière de médicaments, ça risque d'être extrêmement compliqué pour trouver du monde et rallier un certain nombre de patients. Donc je crois que malheureusement le système judiciaire n'est pas forcément adapté à une réponse rapide, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si ça peut paraître décevant. Une class action dans une matière de ce genre va passer par un certain nombre d'expertises, et ces expertises, il y aura les pros et les contre, donc vous voyez très bien
qu'on va se situer entre 4 et 7 ans. Regardez le scandale des prothèses mammaires, par exemple, qui est un procès qui dure depuis très longtemps, qui n'a pas encore abouti, alors que la preuve est absolument faite qu'on est en présence d'une fraude et d'une escroquerie. Le tribunal de Marseille n'a pas encore pu fixer une audience. Donc simplement pour dire qu'il n'y a pas forcément une efficacité, je dirais, éthique. Il y a une efficacité juridique parce que ça crée un problème et ça permet de faire bouger les médias. Pour le reste, il est évident que je reviens à ce qui a été dit aussi dans la salle, c'est qu'il y a certainement une culture médicale à changer, il y a des comportements aussi citoyens à modifier parce que le citoyen aussi est responsable de sa propre surconsommation dans ce pays. Monsieur. Oui, la pétition européenne aussi, Monsieur Braun, avec 1 million de signataires, ça marche pas sur le médicament? Oui, mais en France, la class action n'est pas reconnue dans ces conditions-là. Et alors, si vous voulez faire un procès européen, vous savez, je vous souhaite bien du plaisir, parce que d'abord, il y aurait peut-être à travers peut-être par le système européen, je pense que les délais sont tout aussi longs, parce que d'abord, il faut toujours apporter la preuve de la faute, et la preuve de la faute passe par un certain nombre d'expertises, de recherches et de documents dont on m'a dit et qu'on m'a confirmé aujourd'hui qu'ils étaient extrêmement difficiles à trouver parce que les laboratoires n'aiment pas vraiment documenter leurs réponses. Oui, et puis on a fait un débat là-dessus, on peut retrouver sur Internet, sur notre site, et le site de nos partenaires. Jean-Louis Mandel? Une chose, dans ce cas-là, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que finalement, dans le système français, le patient qui consomme le médicament 10 fois plus cher, mais qui est remboursé, lui, finalement, il n'en souffre pas. C'est le système de santé, mais qui est quelque chose de plus difficile à évaluer, qui en souffre. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est un courage des politiques, mais aussi une transparence de ceux qui, dans les cabinets ministériels, prennent les décisions, font les négociations, parce que le ministre, finalement, j'ai l'impression souvent, sa possibilité d'action est limitée, c'est les gens dans les cabinets, et c'est là où il faut vraiment une transparence, qu'on puisse avoir, par exemple, les débats, la transcription des débats pour ou contre tel ou tel médicament, ça c'est important. Et la dernière chose, quand vous disiez qu'en Allemagne ou en Angleterre, il y a tel ou tel médicament qui effectivement sont une beaucoup plus petite part de marché parce qu'il y a des médicaments moins chers, tout aussi efficaces, ça pose le problème. C'est des pays où il y a une médecine plus administrée, et là on est dans toute cette discussion à l'heure actuelle où on nous dit du côté d'un grand nombre du corps médical, il faut absolument conserver cette liberté qui fait qu'on est mieux soigné en France qu'ailleurs. Et la question, c'est est-ce qu'on est vraiment mieux soigné qu'ailleurs? En tout cas, on y consomme plus de médicaments. Beaucoup de patience aussi dans le public. Il y a déjà 3 demandes de parole. Oui, bonjour, monsieur Louis Boucher. Je suis membre du comité de protection des personnes. Et à ce titre, je suis rapporteur sur les études cliniques sur l'être humain. J'aimerais, depuis tout à l'heure, on entend parler du système du médicament. J'aimerais que vous nous précisiez, si quelqu'un éventuellement d'un intervenant peut nous préciser le rôle de l'ANSM dans tout ça, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Merci. Alors c'est dommage parce que Joseph Emmerich était là, il nous l'a bien expliqué, oui. André? Pour aller jusqu'à la mise en vente d'un médicament, il faut d'abord qu'il ait une évaluation de son bénéfice-risque, ce que fait la NSM. C'est-à-dire, quelles sont les données de sécurité, quels sont les bénéfices attendus dans telle population. Et elle le fait à partir des études qui lui sont soumises. Premier problème. Elle ne négocie pas avant le plan de développement du médicament. Le laboratoire a décidé de son plan de développement, il arrive, il donne des études. Ces études sont analysées, avec un débat qu'on a eu à l'occasion de Mediator sur l'indépendance des experts, etc. Bon, sont analysées, et il y a un avis qui est donné, qui va donner l'AMM. L'AMM maintenant est donné à un niveau européen et très facilement donné. Libre à chaque pays ensuite de commercialiser ou pas. Cette autorisation de mise sur le marché se fait sur un rapport bénéfice-risque, et c'est assez facile, il suffit d'avoir un bénéfice par rapport à un placebo ou un comparateur, ou même une non-infériorité. Ensuite, il y a la HAS qui intervient, la Haute Autorité de Santé, là qui va évaluer l'amélioration du service médical rendu. C'est-à-dire par rapport à ce qui existe, qu'est-ce que ça apporte? Et puis il y aura le Comité économique des produits de santé
qui négociera un prix, dont je vous ai dit qu'il y a un prix officiel et un prix occulte. Donc la procédure est multiple, complexe. Chaque laboratoire se plaint beaucoup de cette procédure, mais enfin aussi en joue. Voilà, donc l'agence du médicament ne décide pas du tout du prix des médicaments, ne décide même pas de leur commercialisation. Elle décide, est-ce que, au niveau de l'Europe, ils sont favorables, quand on demande l'avis de la France, à une autorisation de mise sur le marché. L'industrie peut mettre sur le marché, si elle a l'autorisation, des médicaments non remboursés. Elle peut décider que le prix ne lui convient pas et qu'elle le met. C'est ce qui était le cas des pilules 3e, 4e génération. Ils n'étaient pas remboursés. C'est le cas de certains médicaments pour l'obésité, le Ali. L'industrie a décidé de le mettre directement en pharmacie. Bon. Donc, c'est un système complexe où l'État intervient, enfin les autorités publiques interviennent finalement assez tardivement. Alors, sur l'histoire de si les laboratoires sont soucieux de leur image, c'est vrai, mais compliqué. Compliqué. Le Mediator a terni l'image de Servier. Mais comme il y a eu d'autres médicaments supprimés, quel est le médicament qui s'est développé dans le diabète, qui a vu ses ventes augmenter? Diamicron, le sulfamide de Servier. Voilà. Bon, donc c'est très compliqué cette histoire, parce qu'on vit dans une scandale en scandale, ça s'oublie, et la roue tourne. Il suffit de faire le gros dos pendant un certain temps, payer son amende. La liste des amendes est colossale. Bon, Sanofi Aventis, un laboratoire français très puissant international, a été condamné parce que quand leur Plavix a été génériqué, les visiteurs médicaux expliquaient qu'il fallait mettre non substituable parce que le générique n'était pas bon. Et donc, ils ont été pris la main dans le sac, il y a eu une amende. Qu'est-ce que ça change? L'image du laboratoire et de leurs médicaments n'a pas été ternie pour ça. Donc, c'est vraiment qu'il faut sortir alors, c'est très compliqué parce qu'il faut sortir pas seulement à l'échelle nationale. C'est au moins à l'échelle européenne qu'il faut en sortir. Oui, moi je voudrais dire quand même que, parce que là on est à pleurer sur toute la situation, il y a quelques lueurs d'espoir, au sens où tout le monde est conscient, quand je dis tout le monde, ce sont les autorités européennes, américaines, nationales dans les pays européens, qu'on va dans le mur. C'est-à-dire que actuellement les prix ne cessent d'augmenter, on est dans l'inflation des médicaments, beaucoup n'ayant aucune valeur ajoutée, et l'économie étant ce qu'elle est, on n'est plus capable de payer. Or, on veut pouvoir payer parce que la santé est quand même ce que les citoyens attendent en premier en termes de protection. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, une des pistes qui a été entérinée, c'est d'aller vers la transparence qui m'est si chère, puisque maintenant, il y a une obligation en Europe de mettre sur Internet toutes les données des essais cliniques qui ont prouvé l'efficacité des médicaments, de telle sorte que d'autres chercheurs puissent réanalyser ces données, puisqu'il y avait énormément de suspicions que les données utilisées par l'industrie n'étaient pas totalement bien analysées ou que certaines données étaient cachées, etc., etc. Donc, au moins, les données des essais cliniques sont maintenant obligatoirement versées à l'Agence européenne du médicament qui les met à disposition pour réanalyse. Ça, c'est un très, très, très gros progrès. Et les États-Unis font maintenant la même chose. Donc, c'est une étape, vous n'imaginez pas le combat que ça a été d'obtenir ça. Évidemment, les industriels étaient vent debout contre cette mesure, mais ils n'ont pas pu faire autrement que l'accepter devant la bronca collective qui émane des professionnels de la santé et des associations de patients. Alors, on revient à la salle? On revient à la salle. Oui, Annie Lieta, retraitée. Est-ce qu'il y a des études qui montrent pourquoi les Français sont plus consommateurs que les autres de médicaments? Et d'autre part, pour tous les médicaments sans ordonnance, il suffit si on ne les achète pas, ça ne se vendra plus. Auquel cas, il faudrait être correctement informé pour n'acheter que les choses utiles. Merci, madame. Alors, qui veut répondre? Ségolène. En France, on a une médecine prescriptive qui est restée très traditionnelle avec le paiement à l'acte. Donc, les médecins
sont amenés à voir leurs patients sûrement dans des durées assez courtes d'une consultation. Et ce qui symbolise la consultation, ce qui fait l'identité professionnelle, c'est la prescription. Donc on est formé à une médecine de type prescriptive. Un médecin, le malade, du coup, après ça devient culturel, le malade qui sortirait de chez le médecin sans médicament aurait le sentiment qu'on ne s'est pas vraiment occupé de lui. Alors, cette médecine prescriptive a même à me prescrire une médecine purement symptomatique. J'ai un peu mal à la tête, un médicament. J'ai mal à l'épaule, un médicament. Mais j'ai des douleurs d'estomac, un médicament. Donc, pour chaque symptôme, un médicament. Donc là, on a un vrai problème qui renvoie à la formation d'études médicales et à la pratique. Tant qu'on restera dans une logique de paiement à l'acte, de consultation courte, eh ben, vous aurez une logique de la prescription. Alors, l'industrie joue aussi son rôle, hein, en élargissant les indications des médicaments. Hein. De la dépression à la tendance dépressive, à l'humeur sombre, et à chaque fois, on a une réponse qui est un médicament. Bon. Donc, voilà, je n'ai qu'une réponse que très partielle. C'est sûr qu'une consultation plus longue, c'est ce qui fait aussi le succès des médecines alternatives. C'est, il m'a écouté, je le revois, bon, etc. J'ai le sentiment d'être pris en charge. Bon, le médicament devient un objet transitionnel. Je vous donne votre doudou. J'ai pas le temps, mais je peux pas le temps de m'occuper de vous, mais prenez donc le doudou. Hein, voilà, c'est une réponse sûrement très partielle. Hein. Ségolène, oui. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Il suffit de savoir qu'en Allemagne, 3 patients sur 4 ressortent de la consultation médicale sans médicaments. Donc, et les Allemands vont très bien. Hein. Ils sont pas plus malades que nous. Donc, je veux dire, ils prennent beaucoup de tisanes, ils prennent beaucoup d'inhalations, des choses que nous, on faisait autrefois et qu'on ne fait plus. Voilà, et on nous a persuadé qu'il fallait prendre des médicaments, mais c'est absolument faux. Il y a énormément de maladies qui n'ont aucun besoin de médicaments. Et je voudrais donner un exemple, même pour des maladies très graves. La mucoviscidose dont j'ai parlé tout à l'heure est une maladie épouvantable qui tuait autrefois vers l'âge de 20-25 ans en moyenne. Les patients ont gagné 20 ans d'espérance de vie sans aucune innovation thérapeutique, c'est-à-dire simplement en améliorant la qualité des soins, la qualité du suivi des patients, les conseils d'hygiène, etc., la kiné, des tas de choses qui ne coûtent pas très cher. Ils ont gagné 20 ans d'espérance de vie. Donc il y a énormément de choses dans la médecine, y compris pour des maladies graves, qui bénéficieraient bien plus de l'innovation organisationnelle, c'est-à-dire d'avoir des meilleures filières de soins, des meilleures collaborations entre spécialités, des meilleurs accueils et de conseils aux familles. Et tout ça augmenterait la qualité de vie et l'espérance de vie, et on n'aurait pas besoin de tous ces médicaments qui non seulement nous coûtent très cher, mais quelquefois détruisent la santé. C'est ce que je vous disais pour l'Alzheimer. Au fond, on a dit, pour pouvoir s'occuper d'Alzheimer, du kiné, de tout ça, il faut qu'on mette un médicament, autrement, ça ne sera pas une maladie reconnue. Ajoutons que les spécialistes eux-mêmes se disent, s'il n'y a pas un laboratoire derrière, il n'y aura pas de Simpo, il n'y aura pas de rencontres des paramédicaux, il n'y aura pas de choses, y compris utiles. Hein. La déficience maculaire de la rétine dont on parlait, qui fait la campagne nationale sur les télévisions? Alors pour dire un peu autre chose, ben c'est Novartis. Et mettez-vous à la place de l'ophtalmo, l'ophtalmo dit heureusement qu'ils sont là. Parce que si on compte sur la bureaucratie étatique pour faire ça, on ne le fera pas. Donc vous avez aussi une souplesse de l'industrie qui comprend bien que pour défendre son image, qui fait des actions de santé publique ou d'accompagnement. Bon, le problème, c'est que évidemment, c'est pas donné, c'est finalement la Sécu qui paye. Mais vous demandez à tous les ophtalmos, les ophtalmos disent Novartis, si tu nous supprimes, eh ça va être des congrès en moins. C'est une campagne de dépistage sur la DMLA en moins, parce qu'avant que l'autorité de l'État le fasse, voilà. Donc il y a un côté pragmatique. Où est l'argent? Et un argent, finalement, parfois utilisé. Voilà. Monsieur. Merci. Tout à l'heure, dans mon intervention, j'avais évoqué les citoyens, et là, on en est à un stade embryonnaire, pour prendre un terme médical, mais j'avais évoqué les médias aussi. Et là, je m'adresse à M. Tognuti. En termes d'image, je pense que ce n'est pas seulement les citoyens, mais les médias également, qui peuvent nuire gravement à une entreprise, nuire entre guillemets à une entreprise, s'il est avéré qu'il y a eu entente. Alors, est-ce que les médias ne vont pas trop loin parce qu'ils ont peur de procès s'ils affirmaient des choses en matière d'entente, ou bien est-ce qu'ils ont des visites de visiteurs médicaux également? Non,
Non, il n'y a pas de visite de visiteurs médicaux dans les médias. Non, non, il n'y en a pas du tout. Et puis là aussi, il y a le principe du conflit d'intérêts qui est très, 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 très strict. Oui, bien sûr, mais c'était drôle. Il n'empêche qu'il y a une seule revue qui informe sans conflit d'intérêt, puisqu'elle est totalement indépendante de l'industrie, qui s'appelle Prescrire. Et vous y lisez des choses que vous ne lisez dans aucune autre revue médicale, car les autres ont inclus de la publicité dans des labos, etc. etc. Donc, l'indépendance... Ajoutons quand même l'encyclopédie médico-chirurgicale. Monsieur Tonuti. Oui, sur les médias. Vous savez, moi j'ai l'habitude, je travaille à l'international, je voyage toutes les semaines. Il y a un paquet de trucs qui nous échappent dans les prises de décision qui sont prises. Des trucs énormes, c'est-à-dire des éléments de pression, de lobbying des groupes industriels, des éléments de pression de lobbying d'État à État qui font que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je vois, que le politique n'aura jamais le courage pour affronter cette question-là, ni la transparence. Parce que c'est trop difficile, il y a trop d'intérêts en jeu, il y a trop d'intérêts financiers en jeu, non seulement pour les industries, mais aussi pour la préservation des États et des citoyens. C'est pour ça que je pense que la pression médiatique, elle peut être importante. Et donc, quand vous dites les médias, c'est vrai, mais les médias, ils peuvent recevoir des pressions même de l'État pour les faire taire. Parce qu'il y a des intérêts en jeu et des deals d'État à État ou d'État à industrie qui nous échappent complètement. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Quand vous êtes dans un processus de décision, et vous le savez tous individuellement dans votre vie, la vie, elle n'est pas noire ou blanche, quoi. Il faut arbitrer. La vie, c'est un arbitrage de contrariété. Et l'éthique, c'est ça. On dit que l'éthique, il faut revenir quand même à Héraclite, à Socrate et à Aristote. L'éthique, c'est la mise en pratique de deux vertus, le courage et l'amour. Le courage et l'amour. Le courage, c'est le juste équilibre entre la lâcheté et la témérité. Le lâche craint tout, le téméraire n'a peur de rien. Ben, le courage, c'est le juste équilibre entre celui qui craint tout et celui qui n'a peur de rien. Mais il y a aussi l'amour, c'est-à-dire le respect de la différence, la prise en compte de la considération de l'autre. Et il est évident que quand on a des arbitrages à faire, il doit y avoir cette prise en considération de l'autre. Et il y a une palette d'intérêts dans cette dynamique-là qui nous échappe complètement. Et donc les autres, les parties prenantes impactées et concernées par les décisions que nous prenons sont énormes. J'ai vu dans des cas de conflit d'intérêts et des dilemmes éthiques à traiter pour des dirigeants jusqu'à 23 parties prenantes impactées et concernées par la décision. Ce qui est considérable quand on doit prendre une décision. Forcément, sur les 23, on va en insatisfaire 17. André ? Oui, un mot quand même sur la structure des systèmes de santé. Le système qui, en gros, sont les plus efficients et de cette manière les plus éthiques, c'est quand même les systèmes beveridgiens, c'est-à-dire le type l'Angleterre, nord de l'Europe. Sont des systèmes où la puissance publique décide ce qui est nécessaire pour la santé. Et le reste n'est pas remboursé ou relève d'assurance privée. En France, on a un système mixte. On a mis d'emblée des assureurs privés qui s'appellent mutuelles ou non mutualistes et la Sécu. Pour chaque acte, on n'a pas fait un tri. On n'a pas dit ça c'est la solidarité, c'est payé par les cotisations et par l'impôt, ça c'est un choix personnel. Donc ça nous fait d'abord des coûts de gestion considérables. On est au double de la moyenne des pays de l'OCDE, on a 16 milliards de dépenses minimum officielles de gestion de la santé. Et deuxièmement, ça ne permet pas de faire ce tri indispensable. Si on disait la Sécu, c'est ce que la solidarité vous demande de faire pour votre santé. Pas seulement ce qu'elle vous rembourse, c'est ce que la collectivité dit, il faut que vous fassiez ça. Mais tout ça, c'est un choix personnel. Vous n'aimez pas les génériques, c'est votre droit. Mais vous le payez avec une assurance privée, qui n'est plus une assurance complémentaire, mais une assurance supplémentaire. Vous voulez des cures thermales, je reviens à ça, c'est tout à fait légitime, vous vous sentez mieux. Oui, c'est mieux. Mais ça ne relève pas de la solidarité, c'est un choix que ferait avec votre assurance privée, qui est mutualiste ou pas mutualiste, c'est autre chose. Or, on ne fait pas ça, on a ce mélange pour tout, qui est, pour chaque soin, il y a une part sécu, il y a une part complémentaire, et donc on est dans un entrelac qui fait que qui pilote, qui gère, et alors, on glisse non pas vers le système beveridgien, qui était celui du Conseil national de la résistance, je rappelle, celui de 1944 et pas de 1945, on glisse vers le système américain, qui est de laisser les soins courants aux assureurs privés et de laisser le soin de cette négociation entre assureurs et industrie. Il faut savoir que quand même en dépenses publiques, la France, l'Angleterre, les USA dépensent le même pourcentage du PIB. Nous dépensons pour la santé, en dépenses publiques, 9% du PIB, comme les Américains, comme les Anglais.
Simplement, les Américains, ils ont en plus 9% de dépenses privées. Et si vous n'êtes pas dans une bonne boîte, d'où la réforme Obama, la France dépense 3% du PIB en dépenses privées et les Anglais seulement 0,5%. Alors les Anglais sont sûrement au-dessous, ils ont un rationnement de la santé. Nous, on est au-dessus, mais surtout, on glisse du mauvais côté. On glisse du côté assureur privé. Hein? Madame. Bonjour, je voudrais vous poser une question. Madame, vous disiez tout à l'heure effectivement qu'il y avait maintenant de plus en plus une obligation européenne de prouver l'efficacité des médicaments. Est-ce qu'on ne pourrait pas maintenant faire l'inverse, c'est-à-dire également faire une obligation européenne pour montrer également l'inefficacité des médicaments? Je prends un exemple. Il y a une émission sur France 3 qui est passée dernièrement, il y a 3 semaines, un mois, parlant sur la dépression, les antidépresseurs. Il y a des patients qui ont pris des antidépresseurs, efficaces ou inefficaces. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, puisque la dépression est quand même une maladie, un fléau du XXe siècle. Et également, je pense qu'il faut penser également au patient qui a pris ces antidépresseurs, qui peuvent être efficaces ou inefficaces. Mais quand c'est inefficace, que peut-on faire, puisque le malade en tant que tel est contraint, je dirais même obligé, suite à l'émission que j'ai regardée, à prendre ce médicament, et après le médicament amène à d'autres effets, autres, suicides, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, qui, moi, je pense, est une maladie mentale qui ne... Enfin, je ne suis pas médecin, mais qui ne se développe pas, à mon avis, par rapport aux médicaments. Les médicaments peuvent être un placebo, je pense, c'est ce qu'on dit, tout le monde le dit. Maintenant, je ne pense pas que ce soit la solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, par rapport aux malades qui ont des grosses pathologies, que peut-on faire? Et donc, est-ce qu'on ne peut pas développer une loi européenne contre l'inefficacité des médicaments? Donc, vous posez la question de comment peut-on réévaluer des médicaments qui sont déjà sur le marché? C'est ça, hein? C'est tout à fait le sens de la proposition que j'avais faite au tout début dans ma première intervention. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réévaluation 5 ans et 10 ans après la mise sur le marché des médicaments, parce qu'à ce moment-là, on a beaucoup plus de données et on est bien plus à même de juger de la valeur de ces médicaments. Quand vous en discutez avec les autorités de l'Agence européenne du médicament ou avec la FDA aux États-Unis, ils vous disent que oui, c'est une très bonne idée, il faudrait le faire, mais ils n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas assez de personnel pour faire ce genre de réévaluation. C'est très très dommage, parce que c'est vraiment comme ça qu'on pourrait apprendre et retirer du marché ce qu'il faut retirer ou disons dérembourser ce qu'il faudrait dérembourser. Donc ça, c'est la réponse qu'ils ont. Maintenant, quelle est l'approche européenne? Moi, je voudrais vous dire, parce que je ne sais pas si vous êtes tous conscients dans cette salle, que la santé n'est pas de compétence européenne. Dans les traités européens, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas la santé. Donc, normalement, on ne peut pas avoir une politique européenne de la santé. C'est interdit par le traité. C'est pour ça qu'il aurait mieux fallu en changer. Bon, mais on ne va pas refaire l'histoire. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen? On peut simplement faire en sorte que les pays européens travaillent ensemble d'une manière, disons, volontaire. Et donc, il y a de plus en plus de lieux maintenant où on fait en sorte que les pays se parlent. Par exemple, pour le prix du médicament, qui a été souvent évoqué, il y a un comité qui s'appelle le MOCA, où les pays européens s'avouent les uns aux autres combien ils ont négocié des médicaments innovants et coûteux pour comparer le deal qu'ils ont reçu avec le deal des autres pays. Ils se sont aperçus avec horreur qu'il y avait d'autres pays qui avaient un bien meilleur deal que le leur. Et donc, ça a pris 2-3 ans avant que tout le monde dise un peu la vérité et que les chiffres soient disponibles. Et depuis, il est entendu qu'il va y avoir une entente ensemble, une évaluation des médicaments qui sont nouveaux pour essayer d'avoir une attitude commune et d'avoir une négociation commune. Mais ça peut se faire que, disons, progressivement avec les pays qui sont volontaires. Pour l'instant, qui est volontaire pour faire ça, c'est l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Donc, tant mieux pour nous.
Et donc, ça montre la voie pour l'avenir. Donc, il y a une espèce de prise de conscience, si vous voulez, des gouvernements, des ministères, qu'il faut travailler à l'échelon européen, c'est l'évidence, parce qu'on a quand même globalement des systèmes de santé qui se ressemblent, et qu'il faut échanger toutes ces connaissances. Mais ça se fait très très lentement parce que c'est des prérogatives, des petits précarés qui s'effondrent, et que donc les gens n'aiment pas beaucoup perdre leur autonomie. Mais c'est le bon sens, et ça va dans le bon sens. André ? Oui, néanmoins, la politique de santé dépend des États. Mais l'autorisation de mise sur le marché est européenne. Chaque pays traite d'un dossier, le soumet à l'Europe, et l'autorisation est européenne. Si bien que, par exemple, un médicament pour le diabète comme Lactos, qui a été retiré du marché en France, a été réévalué au niveau de l'Europe, a été reconfirmé, si bien que le laboratoire Takeda pourrait le revendre en France non remboursé. Il a l'autorisation. Hein, c'est une autorisation européenne. Les autorisations européennes de mise sur le marché sont très laxistes, très faciles, pas du tout restreintes. Il y a un nouveau coupe-fin qui sûrement ne sera pas commercialisé en France, qui a été accepté par l'Europe. Hein. Les États ensuite décident ou non de rembourser. Alors pour la question que vous soulignez sur les antidépresseurs, on retombe à la question de la médecine prescriptive. On a accusé beaucoup les médecins, notamment les généralistes, mais les médecins, de prescrire des anxiolytiques, les benzodiazépines, qui créent le Valium, Temesta et autres, qui créaient des dépendances. Lorsqu'est arrivé les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, le Prozac et la suite, on dit ben voilà, c'était des déprimés que vous traitiez mal par anxiolytique, il faut les mettre sous antidépresseurs. Et ça a été une inondation. Alors, au-delà du diagnostic d'une dépression, j'ai pas le moral. J'ai quelque chose pour vous. Bon, vous voilà. Alors, le problème, on retombe à ce que je disais tout à l'heure, c'est psychothérapie. Prescrire un médicament, c'est facile. Suivre un patient qui a une dépression, c'est plus difficile. Les psychothérapies ne sont pas prises en charge. C'est plus compliqué, on a la complexité, mais typiquement, on répond à une souffrance par un médicament. Il y a des dépressions génétiques, familiales, des mélancolies, il y a des vraies psychoses maniaco-dépressives, mais le diagnostic est devenu très étendu maintenant. La cyclothymie est quasiment devenue au bord de la maladie. Bon, vous avez vu l'adolescent morose, il faut s'en occuper tout de suite. Donc il y a une médicalisation des problèmes de la vie, en même temps qu'il y a une industrialisation de la médecine. Donc on a affaire à ce processus, et à juste titre, vous soulignez que des antidépresseurs sont prescrits sûrement en excès. Monsieur. Merci. Vous avez parlé de Prescrire, qui est une revue très sérieuse et que beaucoup de médecins gagneraient à lire. Je voudrais aussi dire que la clé se trouve aussi dans la révolution citoyenne, de l'information aussi, qui est très importante, et que j'ai écrit pendant 20 ans dans une revue qui est quand même restée confidentielle, qui était L'Impatient, et que vous connaissez, et qui avait été fondée par un médecin, d'ailleurs le docteur Pradal. Et elle n'existe plus, elle était devenue Alternative Santé, L'Impatient. Et aujourd'hui, une bonne revue, c'est aussi Que choisir santé. Si on veut apprendre les choses que j'ai entendues ici, c'est elle qui écrit beaucoup, et c'est dommage que ces revues ne tirent pas plus qu'à 40 000 ou 50 000 exemplaires. Malheureusement, la santé, c'est un domaine qui est très proche de la religion, et que nous sommes, nous, vieux pays catholiques, nous avons remplacé les blouses blanches, les blouses noires par les blouses blanches. Je voudrais juste rebondir sur ça quand même, parce qu'on a un peu trop un débat où en gros il y a les gentils et les méchants, c'est blanc et noir. C'est hélas plus complexe. Au fond, ce que j'attendrais d'une revue médicale, même de Prescrire, c'est qu'il y ait des débats contradictoires. Sur les mêmes données, vous avez des avis divergents sur les conclusions qu'il faut en tirer. Vous ne croyez pas qu'une étude vous dit la vérité scientifique et point final. Hein? De là, il y a une interprétation. Quand c'est clair, quand 2, ça fait 4, ça ne pose pas beaucoup de débats. Un médicament qui diminue la mortalité globalement, ça ne pose pas beaucoup de débats. Mais quand ça améliore, ça diminue des complications, ça améliore la qualité de vie,
vous voilà dans un débat, et parfois c'est pas rien, parce que pour des maladies invalidantes, c'est pas rien. Je prends un médicament qui donne moins d'hypoglycémie dans le diabète, c'est pas rien. Bon, comment vous jugez Et donc, si j'avais un reproche à faire à prescrire, c'est que moi m'ont envoyé beaucoup de leurs articles pour avis de commentaires de lecture, comme font les revues sérieuses. Je n'ai jamais vu qu'ils aient tenu compte de mes avis. Ah, c'est très bien d'avoir des lecteurs, mais encore faudrait-il tenir compte de leur avis et publier combien de fois on a changé l'article en fonction de l'avis, ou qu'il y ait un débat organisé. Parce qu'on a cette... Ce qui est les extrêmes, c'est assez simple. Mediator, c'est assez simple. Les gens qui me diraient que le Mediator est un bon médicament, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui dans le monde médical. Mais quand on est dans la zone du gris, bon, regardez le débat sur les statines. Arrive le professeur Philippe Even et qui dit c'est un scandale, et moi je vous dirais c'est un médicament majeur pour les diabétiques. Lui serait là, dirait mon pauvre André, tu sais pas lire la littérature. Bah, ancien doyen de Necker. Bon, donc il faut rendre ce débat possible, parce que la démocratie c'est aussi ça. Il ne faut pas croire que... alors la vérité c'est que l'industrie a compris ces failles-là et est rentrée dedans. L'industrie, c'est pas seulement une vulgarité commerciale, on va faire des études scientifiques. Et donc on a des statisticiens, comme disait l'autre, il y a 3 types de mensonges. Les petits, les gros et ceux de la statistique. Bon, Benjamin Disraeli. Voilà, c'est ça. Bon, donc c'est la transparence, encore une fois, y compris dans les revues, est indispensable. Une revue où il n'y a pas de débat contradictoire, c'est pas une revue transparente. Madame. Oui, moi j'ai envie de revenir sur l'affaire des antidépresseurs pour avoir vécu récemment la défenestration d'un ami à qui on avait administré des psychotropes, des antidépresseurs inappropriés. Et cette médication avait été faite par un psychiatre, par des psychiatres en l'occurrence. Alors quand on sait que même les psychiatres pathologues, puisqu'eux-mêmes ne peuvent pas connaître à l'avance la réaction d'un patient à un médicament, ne pourrait-on pas commencer par interdire aux généralistes qui ont bien moins d'expérience et bien moins d'expérience tout simplement, par leur interdire la prescription de médicaments aussi dangereux, sachant que la première contre-indication qu'on lit, contre-indication ou particularité qu'on lit dans les antidépresseurs, c'est que paradoxalement, ils peuvent accentuer le passage à l'acte et favoriser le passage à l'acte du suicide. Voilà. Je vais prendre aussi une dernière question ici avec vous, madame. Ouais, moi, je ne suis pas du domaine médical, je suis plutôt du domaine social. Mais j'ai aussi eu 5 enfants qui sont adultes et jusqu'ici en bonne santé. Je vois, la question que je me pose, j'ai lu un livre qui disait quelque chose avec quoi je suis d'accord, parce que je l'ai expérimenté personnellement, c'est qu'à force de voir des médicaments, des noms de médicaments, d'entendre des gens qui parlent de maladies et de médicaments pour se soigner, qui consultent à tour de bras, et qu'en réalité, par un mécanisme que ces spécialistes expliquent, je suis incapable de résumer, en fait, ça nous rend prédisposés à la maladie. Alors, moi, je peux dire que je ne suis pas spéciale. Je mesure 1,55 m et je pèse autour de 50 kg depuis que je suis adulte. Je ne suis pas spécialement plus futée que les autres, mais je sais ce qu'il faut faire, je sais comment bien se nourrir. Parce que c'est vulgarisé, on n'a qu'à lire sur Internet, on n'a qu'à lire partout. Il y a moyen de se nourrir et de nourrir sa famille de façon intelligente. Je n'ai jamais aperçu un dentiste, déjà je n'aimerais pas, mais d'autre part, je n'ai pas de problème de dents. Ce que j'allais dire pour abréger, je me demande si justement ce que l'on appelle une sorte d'hypocondrie collective n'est pas une réalité en France. Vous avez raison. Voilà. Que pensez-vous de cela ?
Sur la première question, là, il faudrait que seuls des spécialistes compétents puissent prescrire des médicaments. C'est une mauvaise réponse à une question. Chaque médecin, la compétence d'un médecin, c'est de connaître ses limites. Tout bon médecin, aujourd'hui, ne peut pas travailler seul. Non seulement avec des paramédicaux, mais avec, en gros, un réseau, qu'il soit formalisé ou pas. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, en France, construit un service public de la médecine de proximité, où vous ne travaillez pas seul, où il y a des médecins, il y a des spécialistes, il y a des infirmières qui travaillent ensemble. Et là, quand il y a des pathologies très fréquentes, pour des maladies rares, des maladies très graves, ça va de soi. Il faut, si vous avez une douleur aiguë qui prend ici, vous êtes hypertendu et que vous fumez, vous n'allez pas voir votre généraliste. Appelez le 15 et foncez sur l'hôpital. Bon. Mais la dépression, le diabète, évidemment, les maladies très fréquentes, ça relève d'un médecin généraliste qui doivent connaître ses limites, avec qui il travaille. Donc c'est ce système de soins organisé qu'on n'a pas organisé ensemble, qui existe ici et là, mais qui ne s'est pas structuré, que la loi essayait de le faire, et je crois que, hélas, elle n'y réussit pas. Voilà, la réponse me semble là, elle pose le doigt de l'organisation de notre système de soins. Hein. À l'hôpital, si c'est un hôpital qui travaille bien, vous avez un problème qui n'est pas de la spécialité, normalement on doit être capable d'appeler un collègue pour avoir son avis, éventuellement dire est-ce qu'il doit être transféré dans ton service ou pas, ou bien tu viens à son lit pour régler le problème. Aujourd'hui, même ça devient difficile, mais c'est le principe. Vous soulignez une chose juste, l'hypocondrie, au fond, c'est le docteur Knock. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Bon, alors voilà, une fois qu'on est parti de là, vous, madame, vous êtes sûre que vous avez les dents en bon état, mais faites voir, oui, mais dans 5 ans, je crois que vous voudriez venir me voir. Voilà, et on peut susciter l'angoisse, et l'angoisse, évidemment, amènera des réponses. Hein. Alors c'est vrai que le psychisme joue beaucoup dans l'effet placebo, des médicaments qui n'ont rien, qui sont du sucre, sont en partie efficaces dans les douleurs, dans un certain nombre de pathologies, de côlon irritable, je me sens mieux, dans les problèmes sexuels. Et puis il y a l'effet... alors ce qui est important, c'est que c'est efficace si c'est bien pris. C'est-à-dire que l'observance est important aussi pour un placebo. Hein, le malade qui prend son médicament une fois de temps en temps, son placebo, n'a pas le même bénéfice que celui qui le prend régulièrement. Et puis à l'inverse, l'effet nocebo, c'est que vous lisez sur la notice du médicament tous les effets secondaires, et hop, vous les avez. Hein. Donc le psychisme intervient beaucoup sur le corps et de manière objective, c'est-à-dire qu'on peut le mesurer. Hein. C'est donc il y a une chimie dans le cerveau qui a des effets sur le corps. J'ai une dernière question pour le philosophe, un peu en guise de conclusion. On est tous dans le malaise avec ce business des médicaments. Est-ce que ça ne vient pas du fait que, vivant dans un pays et dans des pays capitalistes, le système de la santé, qui lui ne l'est pas, est comme un intrus dans un système capitaliste. Il y a comme une lutte de force entre des choses qui sont les lois du marché, qui ne peuvent pas s'appliquer au système de la santé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est finalement dans un problème insoluble tant qu'on est dans un système capitaliste? Tout à fait. On est dans un problème insoluble tant qu'on est dans la création de valeur actionnariale, ce système capitaliste ultralibéral. Ça, c'est certain. Je pense qu'on pourra sortir de ça. C'est-à-dire que si on veut mêler les deux, je pense qu'on trouvera l'équilibre si on commence à enseigner dans les grandes écoles la création de valeur partenariale. Mais on a perdu ça depuis les années 70 quand même, puisque le consensus de Washington entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont lancé la grande vague de l'ultralibéralisme, qui a été en fait une interprétation de la théorie d'Adam Smith sur la main invisible. Adam Smith, 18e siècle, dit il existe une main invisible qui régule naturellement les marchés. Très bien, ça c'est la pensée ultralibérale. Mais on a oublié la suite de la phrase. Il existe une main invisible qui régule naturellement les marchés si le comportement des décideurs est vertueux. Et il existe 3 vertus, le courage, la sympathie et la solidarité. D'où le filtre des valeurs. Il faudrait pouvoir, à chaque fois qu'on prend une décision, filtrer sa décision au filtre des valeurs, liberté, égalité, fraternité, pour ne donner que cet exemple que vous connaissez bien. Merci. Merci pour cette conclusion, M. Tonuti. Merci à nos experts et merci à vous dans la salle. Bonne soirée. Il y a encore un débat là.